Alors, on en a marre de travailler en crèche, on en a marre des directrices qui nous crient dessus. Autant se lancer en libéral et devenir son propre patron. On va aujourd'hui recevoir Margot, qui est une éducatrice de jeunes enfants qui travaille en libéral. Alors, on va voir si Margot arrive à nous rejoindre. Puis on va voir cette fois si on arrive à régler le problème de son que j'avais juste avant. Juste avant. Ok. Ok. Coucou, est-ce que vous entendez bien cette fois? Euh, je m'entends. Je m'entends. Tu t'entends double? Ouais. Ouais. Et je vais essayer avec des écouteurs. Ah, et ils sont pas Et là. ils sont pas là. Vous allez me dire. Est-ce qu'on m'entend mieux? Oh là là, je peux même Ah, plus caler le portable. là j'entends bien. Est-ce que vous m'entendez en double? Ça veut dire que ça venait de ton côté. Ouais, Ah, c'est bah bon. c'est bien les portables chinois, mais c'est pas très adéquat pour faire des lives. Alors attendez, j'arrive pas. En fait, avec mes écouteurs, ça tient pas. Ah, voilà, c'est bon cette fois. Yopé, j'étais en train de chercher sur Google pour voir si j'allais trouver une solution. Très bonne Bon, idée. désolée les filles. En plus, là, les gens vont avoir mal au cœur avec. C'est bon. Vous me voyez un peu en décalé, c'est pas grave. Parfait. Tu es Je- magnifique. Tu es en estival. Voilà, il fait chaud Voilà, à Nice. ça, c'est la bonne. Désolée pour ce petit contretemps. Du coup, ce sont les aléas du direct. Je penserai à garder mes écouteurs pas loin la prochaine fois. Encore un truc que je dois me noter. Ça peut aider. Margot, Oui, salut. bienvenue. Salut. Margot, euh, tu voulais nous faire une petite intro? Ouais, non, non, juste. Du coup, ça Ouais, a c'est ça. ça a cassé le moment, c'est pas grave. Vous voyez, les meilleurs invités savent se faire désirer. Et ça, Je voyais pas ta demande aussi, je sais pas. c'est pas grave. Non, mais je pense que ça, c'est une stratégie aussi. C'est une Mm. stratégie. Non, je vais pas valider maintenant la demande. Je vais la laisser mariner. Les petits Bah, c'est moments, comme les rockstars, hein, je suis désolée, mais. c'est ça. Je pense que les petits moments de solitude, un jour, je pourrais faire un bêtisier des lives. Ce serait rigolo. Margot, je t'ai Oui, rencontré pendant un live. oui, c'est ça. Le, De EJE en jeu, avec Fanny. avec Ouais. Fanny. Ouais, c'est ça. Tu suivais Fanny, tu la connais? Non, bah alors moi, en fait, Instagram, c'est un peu mon Tinder des éducatrices. C'est-à-dire que je me fais trop des copines grâce à Instagram. Et c'est génial. C'est trop bien. On arrive à vraiment se faire une communauté et c'est vrai que des fois on peut se sentir seul, surtout en libéral. Mais je pense qu'aussi quand on est seul dans sa crèche, c'est pas toujours évident. Et là, on se met à voir des contenus, des posts qui nous ressemblent et c'est trop bien. Et moi, j'ai des échanges magnifiques sur Instagram. Moi, c'est vrai que depuis un an, moi, j'ai découvert ça. J'étais pas sur Instagram avant et Pareil. allée à la recherche des EJE, les rencontres, etc. Et bah, quand on est coupé de tout, quand on est coupé de ses amis, quand on est confiné, moi, ça m'a beaucoup apporté. Et donc, pendant ce live avec Fanny, j'avais beaucoup aimé tes interventions. Je suis tombée amoureuse de ce que tu disais, ce que tu écrivais, et je me suis dit, ah, c'est qui celle-là? C'est quoi son nom? Vite, je note, tu me rappelles. Je la veux. Je me souviens aussi. Donc, du coup, je m'étais dit, oh là là, faut qu'on fasse un live ensemble. Donc, voilà, je suis très contente enfin de te voir. Voilà. Bah merci. Moi Donc, aussi, je suis super contente. Tu le sais pas, mais tu m'accompagnes partout avec tes lives. Quand je suis en voiture, j'écoute les lives en replay parce qu'en fait, je travaille souvent pendant les lives et du coup, je les écoute quand je fais le ménage, quand je fais la cuisine. Voilà, tu m'accompagnes dans toute la maison. merci. Ben là, les lives, j'ai vu que je pouvais les extraire pour les garder et les mettre sur une chaîne. Donc, je pense que je le ferai C'est prochainement. chou- Utilise pas Instagram, je me dis que les interviews que je fais avec vous tous, c'est de l'or. Donc ça a pas de prix, ça aide énormément les étudiants d'après ce que j'ai vu, ou tout simplement les éducateurs ou les futurs éducateurs qui savent plus trop où ils en sont, ou qui recherchent autre chose. Et je me dis que ce serait dommage que ça se perde hein, si un jour
je sais pas, hein, mon compte disparaît ou je sais pas, ça peut arriver. Donc voilà, je vais les garder et puis je ferai une chaîne spécialement réservée à ça. Donc C'est une super, super idée. merci. Moi, je travaille en indépendante. J'ai eu ce souhait de quitter les structures pour le moment. Toi, c'est pareil. Donc, on va retracer un petit peu ton parcours et pourquoi on en est là, pourquoi tu en es là. Je voulais rebondir sur juste ce que j'avais dit la semaine dernière, hein, qu'on a toujours des moments dans notre métier, dans le métier du social, à la petite enfance ou même dans tous les métiers, je pense, où on ne se sent pas à sa place et on se demande ce qu'on fait là. Moi, depuis longtemps, je m'étais dit faut que je crée quelque chose, faut que je parte, il faut que je fasse quelque chose. Et je pense que c'est pareil pour toi, donc tu vas nous expliquer pourquoi. Et en tout cas, vous n'êtes pas seul. Être EJE en libéral, éducateur de jeunes enfants en libéral, c'est tout à fait possible. Pour ceux qui ont regardé les précédents lives, vous avez vu hein, qu'il y en a d'autres, hein, la médiation par l'animal, la sophrologie, allez voir un petit peu tous La les lives, formatrice? la formatrice. Donc, ou Alice aussi, exactement. Il y a moyen, et voilà, tout est possible dans ce métier, tout est possible dans ce milieu. Ne restez pas cantonné à un travail où vous n'êtes pas heureux et heureuse. Du coup, ma chère, nous allons passer à, comment dire, on va retracer ton histoire, ton parcours, mais déjà savoir pourquoi, qui es-tu? Pourquoi as-tu voulu devenir éducateur de jeunes enfants, éducatrice de jeunes enfants? Qu'est-ce qui t'a pris? Ouais, c'est ça. Mais quelle idée folle! Quelle idée folle d'aller à l'école. C'est ça. Alors moi, on va remonter assez loin du coup, puisque du coup, j'ai une petite particularité que je vais vous expliquer et qui en fait va vraiment déterminer mon choix par la suite d'être éducatrice. Donc moi, je suis hypersensible, bah, du coup depuis toujours, voilà. Et en fait, ça commence toute petite dès mon entrée en maternelle où je me rends compte qu'en fait, il y a d'autres êtres humains qui pensent pas du tout pareil que moi. Et du coup, je vais rentrer dans cette observation en fait des relations sociales et de l'être humain et je me dis waouh qu'est-ce qui se passe et du coup bah eux me paraissent comme des extraterrestres donc j'ai l'impression de voilà d'être sur une autre planète parce qu'ils réagissent pas du tout comme moi. Moi j'ai ce qu'on appelle une surempathie donc je vais complètement me mettre à la place d'autres personnes, ce qui n'est pas le cas voilà pour tout le monde. Et du coup, bah, eux aussi me véhiculent voilà, comme un extraterrestre, donc c'est sympa. Et est-ce que vous m'entendez bien avec mes cheveux et le... Ouais, ok. C'est nickel. Euh, super. Et, euh, et du coup, je pense qu'en fait, cette observation, bah, du coup, que je m'entraîne depuis longtemps dessus, et c'est ce qui va vraiment m'apporter après, je vais m'en rendre compte pendant ma formation d'éducatrice, que ça va vraiment m'apporter dans mon futur métier. Donc c'est pour ça que voilà, je reviens un peu dessus. Je vais beaucoup observer voilà, les comportements humains, en fait, depuis toujours. C'est quelque chose qui me passionne. Et voilà, ça c'est aussi un de mes traits de caractère, c'est que je suis ultra passionnée. Et du coup, c'est pour ça que je vais vous parler un peu de ma vie perso, parce qu'en fait, ma vie perso, ma vie professionnelle, c'est la même chose. Je suis une seule personne, je suis une personne entière et je suis une personne passionnée. Et ce que j'adore chez les éducatrices de jeunes enfants, c'est que je retrouve aussi beaucoup de personnes passionnées. Hein, je fais juste l'illustration. Pas de souci. Et, et du coup, donc je suis aussi voilà, dyslexique, ce qui va faire que tout ce qui est apprentissage, c'est compliqué. Et pourtant, comme je me passionne pour l'être humain, je pense qu'à l'âge de mes 12 ans, j'ai ouvert mon premier bouquin de psy. Et en fait, je vais lire du Freud pendant le bac, quoi. Un rapport. Donc, euh, donc voilà, je pense que c'est une formation pour moi, la formation d'éducatrice qui dure depuis bien longtemps. Et voilà. Tu connaissais ce métier déjà quand tu étais ado, pré-ado, ou tu l'as découvert par la suite via tes expériences? Je l'ai découvert ado. Alors, il faut savoir aussi que du coup, en tant qu'hypersensible, on est ce qu'on appelle des maniaques du contrôle. Donc, en fait, moi, dès la maternelle, il fallait que je sache quel métier j'allais faire plus tard.
Et en fait, la seule personne dans ma petite enfance, parce que c'est vrai que du coup, j'ai vécu pas mal de violences éducatives qui, du coup, se transforment en traumatisme parce que l'hypersensibilité oblige. Et du coup, pour moi, les personnes les plus bienveillantes que j'avais rencontrées, c'était à la crèche. Donc moi, en fait, voilà, je me suis notée à 7 ans, je serai directrice de crèche plus tard. Voilà. Donc depuis 7 ans, C'est chouette, merci pour le partage. L'hypersensibilité, c'est quelque chose qui est diagnostiqué ou qui est... comment ça se passe quand on est hypersensible pour que ce soit dit qu'on est hypersensible, enfin, comment on s'en rend compte finalement? alors, c'est hyper compliqué parce qu'en fait, c'est ça, c'est que c'est quelque chose. Déjà, c'est un terme qui est hyper récent. Moi, ça fait quelques années que je peux mettre un mot dessus. Ça fait quelques années que les gens en parlent et grâce aussi aux réseaux sociaux. Et en fait, moi, je me suis sentie ultra seule pendant toute ma vie. Et moi, je mettais ça sur le dos de la dyslexie. Et en fait, on se rend compte que bah, il y a, voilà, les autistes ont une faculté à être hypersensibles en plus. Et les dyslexiques aussi ont une faculté à être hypersensibles en plus, mais il y a aussi voilà, des hauts potentiels qui sont dyslexiques, mais il y a aussi des hauts potentiels qui sont hypersensibles, mais il y a aussi des hypersensibles qui n'ont pas d'autres pathologies. Donc tout ça, je pense que la science est dans un flou pour l'instant. On ne sait pas. Il y a des gens qui décrivent les mêmes caractères, qui décrivent les mêmes sensations, puisque du coup, on a nos sens qui sont ultra développés. Et là, on commence à se regrouper en disant, bon voilà, nous on est ça, on a commencé à mettre un terme dessus. Moi, effectivement, j'en ai discuté avec des psychologues qui sont OK dessus, mais qui va diagnostiquer pour l'instant, je pense qu'on ne sait pas vraiment. Ça se voit pas trop au niveau neurologique pour l'instant, quoi. Oui, bien sûr. Alors, je dis ça parce que je connais, enfin, des fois j'ai peur que ce genre de choses, ça tombe dans le phénomène de mode, dans le sens où les gens vont se l'approprier en disant, parce que j'en connais C'est ça. hypersensible, alors que pas du tout, vu comment on s'adresse aux autres. Mais bref. Et du coup, je me dis, c'est encore un terme qui va être, l'amalgame va être fait parce que phénomène de mode, parce que hypersensibilité, ils commencent à en parler sans vraiment, alors qu'il y a vraiment des gens comme toi qui sont vraiment hypersensibles. Je suis complètement. Et voilà, faites attention à ce terme-là aussi, et non plus ne soyez pas alarmés si vous avez l'impression que ou votre enfant ou vous-même, voilà, vous vivez certaines choses. C'est pas non plus, voilà, il faut pas s'alerter pour ça. Je suis complètement d'accord avec toi. En fait, c'est ça, c'est que c'est devenu quand même un phénomène de mode, d'attirer un peu l'attention sur soi. Je vois par exemple, il y a pas mal d'Instagrammeuses et de YouTubeuses super connues, des gens qui ont fait de la télé-réalité par exemple. Enfin, honnêtement, moi, c'est pas possible ce genre de choses. Donc voilà, qui vont un petit peu attirer la lumière sur eux avec ça. Et c'est dommage, bien sûr, puisque du coup, ça donne une incompréhension de cette pathologie, qui est une pathologie. Après, comme toute pathologie, comme l'autisme par exemple, bah, il y a des formes qui sont extrêmement différentes et c'est possible effectivement que certaines personnes aient juste voilà, quelques difficultés avec leur sens ou au niveau social et qu'ils aient peut-être pas tout le reste. Donc voilà, c'est vrai Ouais, qu'on ne connaît pas encore. je dis bravo et merci parce que voilà, déjà le fait d'avoir cette faculté, moi je vais dire que c'est une faculté, que c'est un don de super-héros, même, je dis un peu comme Superman, hein, et de se lancer en libéral et d'aller, on va dire, seul. Quand tu dis, je me suis toujours sentie seule, mais finalement là, du coup, tu te lances seul dans un, Mm. tu vas à la rencontre des autres, des parents et tout ça, tu acceptes de faire un live en direct pour nous parler de ça, et ça, je trouve ça super chouette. Donc voilà, merci. Euh, c'est beau, c'est beau. Alors, ça me permet de rebondir parce que merci déjà, mais parce que justement, moi, ce que j'aime, c'est sortir de ma zone de confort, puisque du coup, je pense que je l'ai analysé cette zone de confort depuis petite, voilà, parce que les rituels me rassurent et toutes ces choses-là aussi dues à cette hypersensibilité. Et du coup, bah, en fait, oui, dès le collège, je m'intéresse en fait, comme je vous expliquais, aux populations, aux autres culture. Mhm. Et du coup, je vais tout de suite avoir envie de partir faire de l'humanitaire parce qu'en fait, moi, il faut que je bouge, je suis dans l'action et de
de rester là à voir tout ce qui se passe. En fait, j'ai du mal avec ma surempathie de voir ce qui se passe à la télé et de me dire que bah, les gens ils sont encore là aujourd'hui à faire un boulot dans le marketing ou j'en sais rien sur leur, enfin voilà, sur leur chaise de bureau. Non quoi, faut partir les gars. Donc Ouais. ça je m'en suis détachée après et surtout en devenant professionnelle, ça m'a beaucoup aidé à prendre du recul sur les choses. Mais ça, c'est affronter ses peurs, hein, et c'est contrecarrer, contrer un petit peu les choses. Bah, ce que je te disais hier. Moi, je suis quelqu'un de timide, hein, si vous me voyez. Ça se Timide. voit pas. Hein. Donc, du coup, enfin, j'ai du mal à. J'ai beaucoup de problèmes d'attention et moi, je suis là et j'essaie de. Voilà. Donc, allez-y, power! C'est ça. Et donc moi, du coup, je pars. Alors en fait, au lycée, je me découvre une passion pour l'ethnologie. Et ça m'énerve parce que personne ne sait ce que c'est. C'est l'étude des civilisations. Donc en Ouais. fait, là, je me demande si j'ai envie d'être ethnologue. Et en fait, du coup, je pars en mission humanitaire à 14 ans, seule. Ouais. Le live dans le mois de juin, hein, je reçois Educœur et c'est deux EGE qui sont allés au Sénégal, en Inde et en Thaïlande et tout. Elles ont une assos de fou. Vous allez voir un live, on sera à trois, ça va être génial. Bref, petit teaser. Ah, génial. Pardon, Je je verrai t'écoute. ça. Et donc du coup, voilà, je pars en mission humanitaire et là je me dis, bah voilà, encore une fois, je suis dans l'action et du coup, il faut que voilà, il faut que j'aide, il faut que je fasse quelque chose. Et en fait là, ça va être aussi déterminant pour mon choix d'après, c'est que du coup, bah là, j'entends le mot éducatrice de jeunes enfants, puisqu'effectivement, dans ces grosses associations où j'étais, il y avait des éducatrices de jeunes enfants. Donc moi, je suis partie. Voir les enfants à l'hôpital, voir les enfants dans les écoles, voilà, les enfants dans les brousses. Donc j'arrive avec mes mallettes de livres et en fait j'ai déjà ma mallette d'éducatrice, mais je le sais pas encore. Et en fait je me dis c'est incroyable parce qu'à cette époque, bah, qu'est-ce qui me fait vibrer? C'est déjà les objets sensoriels, c'est déjà les marionnettes, c'est déjà les livres. Et en fait je pars avec ça dans ma valise et du coup voilà je suis partie 3 fois pendant mon lycée et c'était génial. Donc j'essayais aussi de récolter des fonds ouais, en plus du bac, voilà, Ouais. pour pouvoir faire parrainer les enfants, parce qu'en fait, les enfants ne vont pas à l'école puisqu'ils peuvent pas se payer la cantine et ils sont loin de chez eux pour le midi. Donc, du coup, voilà, je cherchais des gens qui puissent parrainer les enfants pour la cantine du midi. Donc, ouais, du coup, je me mets à fond là-dedans et j'adore ce que je fais. Et en fait, euh, ma dernière expérience, on va dire, dans l'humanitaire fait que je suis un peu déçue. Je suis super déçue parce que moi, ça fait voilà 4-5 ans que je suis à fond dedans. Et en fait, je me rends compte que bah, quand j'envoie des colis de livres, ils sont taxés par le gouvernement, voilà, il faut tout le temps donner des bakchis. Enfin, en fait, le monde de l'humanitaire, c'est quand même pas le monde du social en France. C'est quelque chose voilà, qui est. Tu sais pas où ça va aller, qui part un peu n'importe où, c'est hyper compliqué. Ouais. En fait, il y a beaucoup de frustration du coup en moi et en fait, je me rends compte que je peux pas sauver le monde. C'est pas possible. Donc du coup, On en revient au syndrome du sauveur. oui, c'est clair. Carmen, es-tu là? C'est ça. Mais Pas ouais, là. du coup. Alors, elle est où? Elle est où salade doudou tétine là? Qu'est-ce que c'est? Elle est pas là. Et du coup, ouais, voilà, c'est pas facile pour moi de revenir un peu à la réalité, mais de me dire, bon, en plus, voilà, tu mets un peu ta santé en danger parce qu'en fait, à ce moment-là, je tombe malade, je suis à Madagascar et je me fais rapatrier en France parce que je suis malade. Bon, ok. Donc, voilà. C'est bon, comme je vous dis, voilà, je sors de ma zone de confort, mais en fait, là, je me dis, ce que j'ai préféré à ces moments-là, c'est vraiment euh, voir le tout petit enfant, à quel point il est différent du tout petit enfant français, mais en même temps, il est similaire. Et en fait, là, je m'interroge sur tout ce qui est inné, acquis, tout ce qui vient de notre société, mais à la fois voilà tout ce qui est morale, valeur, mais à la fois tout ce qui va être vraiment oui, de l'inné et j'arrive pas à trouver le mot, de l'instinct, voilà, tout ce qui va être instinctif. Et Ouais. bon, je vous raconte une petite anecdote, mais en fait, c'est grâce à cette anecdote que j'ai eu mon concours d'éducatrice de jeunes enfants. Donc, je vous la Vas-y. raconte.
En fait, bah, pendant notamment cette mission militaire à Madagascar, je vois des enfants en fait qui jouent au poupon. Donc en fait, ils attachent des bâtons ensemble pour que ça donne forme humaine. Et en fait, ils les bercent, voilà, comme un jeu d'imitation que nos enfants feraient avec des poupons. Et je trouve ça magnifique de voir ça parce que je me dis, mais en fait, ça doit faire partie de l'instinct de l'être humain. À l'époque, je sais pas ce que c'est le jeu d'imitation. Et je me dis, mais c'est fou parce qu'il y a un truc là, pourquoi on le fait dans tous les pays du monde, l'enfant a besoin de faire ça pour savoir, voilà, pour gérer ce qu'il est en train de vivre. Et là, notamment, je vois un petit garçon qui joue avec son oiseau mort. Donc, en fait, c'est un oiseau qui est tout raide. Ok. Et en fait, il le berce, il lui donne le tété, et, tu sais, il lui donne le sein, pardon. Et après, il le borde et tout. Et je me dis, mais c'est fou parce qu'à la fois, il y a ce truc de valeur de la mort où effectivement, enfin, nous, tu verrais pas forcément un enfant jouer avec un animal mort, mais parce qu'on sacralise peut-être un peu le truc, je sais pas. Et à la fois, il y a ce truc que, voilà, il est dans le jeu d'imitation comme n'importe quel enfant de son âge. Et je pense que ça, c'est super déterminant où je me dis, j'ai envie de savoir ce qui se passe à ce moment-là dans la tête de cet enfant. Voilà. Wow. Ah oui. Effectivement, ce que dit ce cheminement et ces réflexions, Tim Graine et compagnie, ouais, exactement. Là, on est en train de vivre un moment. Ouais, vas-y, continue. Ouais, c'est mieux. J'adore, vas-y. Et donc, du coup, non, mais ma vie est un film, je suis désolée. J'adore, c'est bien. Aujourd'hui, ce sera un live, sensation forte. C'est ça. Margot retrace son cheminement personnel et professionnel. Mais en même temps, voilà, c'est un peu ça l'hypersensibilité, c'est qu'en fait, tout va être très fort pour moi et à la fois, les choses vont être marquantes. Ouais, Donc, du coup, il y a vraiment des choses comme ça qui vont marquer mon parcours et qui vont faire qu'aujourd'hui, je enfin là, suis, pour voilà, éducatrice. cause, là, il y a de quoi, il y a de quoi. Faut être marqué. C'est ça. Et donc, du coup, je pars après mon bac, je pars en prépa de carrière sociale. Donc, du coup, voilà, pour préparer le concours, moi, ce que je veux, c'est l'école de Nice et rien d'autre. Parce- Voilà, parce que en fait, je me renseigne un petit peu sur les différentes écoles. Donc, voilà, s'il y a des futurs EJE comme ça vous donne un petit peu de matière. C'est qu'en fait, voilà, chaque école a quand même sa pédagogie. Et moi, voilà, je vois une école à Nice qui est vraiment sur la l'autonomie de l'élève, voilà, ils vont vraiment nous donner beaucoup de clés avec beaucoup d'intervenants. On peut choisir nos stages. Et pour moi, ça, c'était super important. Donc, je Mhm. me suis dit, ouais, je veux cette ville. Et en plus, pour moi, c'est mon but, en fait. Bon, comme vous le savez, faut que je retrace, voilà, faut que je gère toute ma vie. Et du coup, mon but dans la vie, c'est de venir habiter sur la Côte d'Azur. Voilà, c'était, donc je quitte ma Bourgogne Bon, pour venir au soleil. très bien. Toute Et seule? donc, ouais, Ok, voilà, à 19 ans. très bien. Et donc, du coup, ouais, je vais dans cette prépa carrière sociale et je trouve ça formidable d'être avec des gens du social. Je me sens vraiment à ma place et j'ai pas trop de doutes sur EduxP, éduc de jeunes enfants. Pour moi, c'est très clair. C'est qu'en fait, faut prendre le problème à la source et pour moi, le jeune enfant, c'est la base de la société. C'est le jeune enfant et bien sûr le travail avec sa famille. Et en fait, tout de suite, c'est déjà mon discours, quoi. Je me dis, il faut que je travaille là-dessus. Et après, bon, pas tous en faire des hypersensibles, mais peut-être, en tout cas, travailler sur sur cette empathie qui est naturelle et qui a été démontrée qu'au final, c'est quelque chose de naturel et que peut-être, bah, du coup, si on respecte pas, on le sait maintenant, mais si on respecte pas les besoins de l'enfant, du coup, l'enfant a du mal à respecter les besoins des autres. Donc, du coup, tout de suite, voilà, je me donne une mission. Ouais. On y arrive. Voilà, de travailler là-dedans. Et en fait, pendant cette prépa, on avait un stage à faire. Donc, je fais mon premier stage en crèche. Et donc là, je tombe de très haut. Ouais. Pourquoi? C'est vrai que, bah, du coup, en fait, je m'attendais à être dans un environnement bienveillant, comme voilà, je vous l'explique. C'est vrai que pour moi, le monde de la petite enfance, c'était un monde où, du coup, bah,
on était coucounant avec l'enfant, on était là pour lui, pour lui donner les meilleures clés dans la vie. Et déjà à l'époque, je le pense, même avant la formation, je me dis que voilà, l'enfant, il faut le préparer à cette vie future. Et du coup, plus on va le cajoler, voilà, et être coucounant avec lui, et plus ça va lui donner au final cette sécurité affective, le mot que j'apprendrai après, du coup. Et en fait, quand j'arrive dans cette énorme crèche qui est dans une ZEP, donc c'est zone prioritaire, zone éducative prioritaire. Mhm. Donc en fait, on est dans le nord de la Bourgogne, juste après la région parisienne. Donc en fait, il y a beaucoup de foyers de demandeurs d'asile, il y a beaucoup de populations qui ont été déplacées, qui ont vécu des choses pas faciles. Donc on a avec voilà des familles qui déjà ne comprennent pas le concept de la crèche, qui parfois sont obligées de mettre l'enfant à la crèche pour avoir des cours de français et ou même voilà des fois c'est des placements un petit peu en crèche obligatoires et donc ils le vivent mal. Donc déjà on est avec des familles qui vivent pas forcément bien le truc et nous on peut pas leur parler parce qu'ils parlent pas forcément français. Donc c'est un peu difficile déjà la relation à la famille. Et là, je me dis, bah, du coup, les enfants ont encore plus besoin d'être dans un environnement sécurisant. Et en fait, là, j'arrive avec des nanas qui n'ont pas envie d'être là, clairement. Et du coup, je me rends compte de, en fait, tous ces gestes qui sont très mécaniques. On change les couches à telle heure, on mange à telle heure. Enfin, moi, je m'attendais pas à ça. Je m'attendais vraiment qu'on respecte le besoin de l'enfant. Et je pense que là, je me prends ça, en fait, en tête. Et je pense que ça réveille aussi chez moi voilà des choses et je me dis bon c'est le monde de la crèche c'est pas du tout ce que je pensais quoi j'étais hyper déçue et heureusement du coup bah j'ai eu des retours de stage dans cette prépa donc Mhm. ça m'a permis de voilà de prendre un peu du recul et de me dire bah c'est pas grave il y a d'autres domaines dans lesquels travailler il y a pas de souci quoi. Ça, c'est le premier stage. Donc en fait c'est mon stage en prépa quoi avant de Ah, rentrer à l'école d'éduc. ok. Est-ce Voilà donc est-ce que ça t'a permis d'accéder à l'école? et oui, du coup, voilà, je passe l'entretien, Le fameux. le fameux, voilà. Bon, déjà, je passe l'écrit, ça se passe super bien. Et puis après, je passe l'oral, du coup, avec une éduc de jeunes, enfin, une formatrice, pardon, éducatrice de jeunes enfants, formatrice, et avec une psychologue. Et en fait, je leur raconte voilà l'histoire que je vous ai racontée. Et en fait, bon, pour moi, il y a toujours des événements super marquants dans ta vie. Et surtout, en tant qu'hypersensible, il y a des mots. En fait, quand les mots sont négatifs, ils vont être importants pour nous, mais les mots très positifs, et notamment les compliments, vont l'être aussi. Et en fait, elle me dit cette phrase qui va faire que, en fait, je vais me la rappeler pendant toute ma formation et c'est ce qui va être mon moteur, en fait. C'est que donc cette psychologue me dit, si on vous aurait pas pris dans l'école d'éducatrice, bah, on aurait perdu un élément fort de la petite enfance. Et du coup, ça, c'est des mots qui résonnent vachement en moi. J'ai eu 19 à cette orale. Moi, la dyslexique qui a eu des zéros toute ma vie. Tu racontes, tu as raconté en début de live, c'est sûr que la formation, tu rentres direct. Enfin, moi, que ce soit là ou en entretien, moi, une pro qui me raconte ça avec une telle passion et un tel regard, telle vision des choses, moi, c'est sûr que oui, je la prends direct et je veux pas la laisser passer, quoi. Bah Allez, voilà, tu le sauras. En tout cas, il faut booster, ouais, booster les gens en entretien parce qu'en fait, ces mots, ils sont déterminants, quoi. je le fais, Et je fais. c'est bien. Je pense qu'il y en a dans le chat qui peuvent dire c'est bon. Et en fait, c'est la première fois que du coup, je me dis, je me sens réellement à ma place. Voilà, je sais que bah, je suis née pour être éducatrice et qu'en fait, toutes ces petites particularités, elles font que je vais être une bonne éducatrice, en fait. Donc, je suis assez contente de rentrer dans cette école. Oui, Mais les désillusions vont être au rendez-vous. bah ça, et se prendre des claques dans la gueule, c'est aussi le but de la formation, j'ai envie de dire. C'est un peu ça, c'est ça. Bon, après, dans tout ce qu'il y a de négatif, même je vous raconterai mes stages aussi, je pense que du coup, ils sont encore plus formateurs à partir du moment où c'est la catastrophe, je pense. Et c'est vrai que bon, cette école, donc moi, c'est l'IUSTS de Nice. Et en fait, cette école, elle est super intéressante parce que du coup, on fait énormément de débats. Toute la formation est régie sur les débats. Et je pense que voilà, si aujourd'hui j'arrive à parler sur ce live ou que j'arrive à faire des groupes de parole avec les parents, c'est vraiment grâce à cette école
qui du coup m'a donné confiance en moi et en ce que je pensais, et en ce que j'avais envie de transmettre aussi. Donc ça, c'était super formateur. Il y avait beaucoup euh, de professionnels qui venaient en fait nous balancer des petits bouts de cours. Le problème, c'est que voilà, ils nous balançaient des petites choses et après, c'était à nous d'approfondir en fait chez nous. Et moi, je pense que je suis peut-être rentrée un peu jeune, malgré toutes mes connaissances. C'était du coup une école où il y a où il y avait des élèves qui étaient beaucoup plus âgés que moi et notamment qui avaient fait des écoles de psy, de sociologie, sciences de l'éducation ou qui étaient en reconversion de métier. Et c'est vrai qu'à côté, j'avais l'impression de pas avoir de bagage, quoi. Pas... Et on en revient à la question de la légitimité, ce sentiment d'exclusion ou de je suis à part, c'est ça. Mais Et ouais, c'est ça, c'est pas évident. Du coup, je me suis. c'est aussi ça qui fait la richesse de cette formation, c'est qu'on vient. Moi, je me rappelle très bien, il y avait aussi des mères de famille hein, qui avaient 3 enfants, qui étaient en reconversion. Il y avait les petites jeunes, ou qui est une de mes meilleures amies maintenant, bah, venait d'avoir son bac, elle avait 18 ans. Il y avait moi qui avait fait plein de tentatives pour rentrer en formation. Il y a vraiment, c'est ça qui est bien aussi dans le travail social, c'est qu'en tant qu'étudiant, c'est pas comme la voie classique ou un lycée ou la fac. Là, on vient tous d'horizons complètement différents. Mm. C'est ça qui est riche. Il y en a qui viennent de sciences de l'éducation, il y en a qui viennent de. C'est ça qui est super chouette aussi dans le fait d'aller à l'école. Bon, pour la VAE, c'est ici que ça se passe. Mais sinon, l'école, c'est cool. Ouais, moi j'ai trouvé ça hyper intéressant de discuter avec tout le monde et tout, des gens qui avaient des parcours et des idées différentes. Donc c'est vrai que voilà, c'était intéressant. Après, je me suis dit que peut-être j'aurais peut-être préféré avoir des bagages avant et peut-être que si je l'avais su, je serais allée en fac de psy pendant quelques années avant de faire la, je sais pas. Il ne faut pas vivre avec des regrets. Je pense que tu lis suffisamment aussi pour te dire à un moment donné, ben, voilà. Après, on peut toujours continuer à se former, se certifier maintenant. Oui, en fait, c'est ça. Et puis peut-être qu'aussi, comme je suis dans l'action, je sais pas si ça m'aurait plu ce format fac. Là, franchement, avec les stages, c'était quand même super. Et puis, en fait, ce que j'aimais bien, c'est qu'on nous traitait comme des adultes. Enfin, moi, à l'époque, du coup, donc j'ai 20 ans. Et c'est vrai que je fais assez jeune. Et le fait qu'on me traite comme une adulte, je trouve ça super agréable, quoi. Je sors enfin du lycée. C'est Ouais. bon. Et, euh, et du coup, voilà, ce qui me gêne un peu, c'est ce manque de bienveillance, par contre. C'est vrai que je m'attendais, bah, du coup, à avoir des gens comme moi, quoi, un peu hypersensibles, prévenants avec les autres. Et je tombe pas forcément, même pendant les débats, en fait, les gens sont pas bienveillants entre eux. Il y a presque un peu de la concurrence. Il y a des groupes qui se forment, il y a des conflits, du coup. Pendant les 3 années, je me dis, waouh, je pensais pas que les éducatrices pouvaient être comme ça. Bon, après, il faut de tout, hein. Il y a de tout, oui, bien sûr, mais c'est ça qui fait la richesse aussi. Moi, mon formation aussi, c'était pareil. Hein. Tu avais celles qui foutaient rien et pour qui il fallait bosser à leur place, et puis qui se pointaient le jour de la présentation alors qu'elles avaient rien foutu, et qui ont été diplômées, alors qu'il y en a qui n'ont pas été diplômées et qui avaient bossé pendant les 3 ans. Vraiment, un monde de nanas. Ah, un monde de nanas. Ouais, c'est ça. Moi, il y avait quelques mecs aussi, hein, mais bon, oui, c'est un monde de nanas, mais ouais, il y a des clans, mais que ce soit là en formation ou en crèche aussi. Ouais. Mais c'est Bah, d'un riche, côté, ça te prépare à la crèche. ça te prépare au monde, j'ai envie de dire, au monde professionnel et au vrai monde, Mm. parce que dans la vie, t'auras pas, voilà, si tu tombes dans la rue, t'as une personne qui va t'aider à te relever, t'en as qui vont te filmer, ou t'en as qui vont pas te regarder et tracer leur route. Et ça, c'est partout. Dans le chat, Tilou nous dit, il faut toujours se rappeler que tout le monde n'est pas hypersensible. J'ai du mal avec ça, empathique moi-même. Je ne comprends pas toujours que mes collègues ne le soient pas. Ouais, je comprends tout à fait. Moi, c'est aussi pour ça qu'on est là. C'est aussi pour ça que, voilà, on essaie de véhiculer de la bienveillance. C'est aussi pour ça qu'on existe. C'est pour faire passer des messages. La VEO, qu'est-ce que c'est? Pour accompagner les parents, on est là aussi pour ça. Mais c'est vrai que dans le monde de la petite enfance, Mm. excuse-moi, Non, vas-y. dans le monde de la petite enfance, effectivement, moi, j'ai vraiment dû me le dire et en fait, me le redire, c'est que tout le monde n'est pas bienveillant.
et tout le monde n'est pas empathique, mais alors qu'on est là pour ça, encore une fois. Pour moi, c'est un peu la base du métier, c'est de comprendre le parent et du coup d'arriver à l'accompagner pour justement ne pas être trop dans de la guidance, mais plutôt dans de l'accompagnement. Bah, c'est à partir du moment où on comprend que voilà, que c'est pas facile d'être parent et qu'en même temps, il n'y a pas d'études pour être parent. Et, et du coup, je trouve que c'est compliqué. Comment tu veux être bienveillant avec le parent et avec l'enfant si tu l'es pas avec tes collègues? Moi, j'ai du mal, du coup, ouais, avec ça. Ça, c'est la grosse question. Je pense qu'on pourrait passer un live entier à parler de ça. Ouais. Du coup, toi, ça y est, t'es en formation. Ah, je suis en première année de formation. C'est vrai qu'il y a énormément de concurrence de clans et je ne m'y attendais pas du tout. La bienveillance n'est pas toujours présente. Mm. Sarah, oui, je m'en rends compte un peu plus tous les jours. C'est pas évident. Merci pour ce live, c'est de l'or. Bah, de rien. Ouais, c'est vrai. C'est vrai. Et alors, bien sûr, il y a les stages qui te font pas de cadeaux. Alors, du coup, tes stages. Choix de stage. Euh, Alors, je pars direct en école Montessori parce que je me dis, allez, j'ai déjà vécu le monde de la crèche. Bon, allez, on part en école maternelle. Et là, je pense que je me fais avoir. Mais en même temps, enfin, encore une fois, je pense que moi, je crois vraiment au destin et que si à ce moment-là, il y a cette épreuve qui arrive ou il y a ce job qui arrive et ça, vous allez le voir, les futures éducatrices, il y aura toujours des stages catastrophiques, mais super intéressants au final. Et en tant qu'éducatrice, parce que j'ai plein de collègues aussi qui sont voilà, dans des structures folles, quoi. Mais à la fois, c'est toujours ça qui fait que bah, on grandit grâce à ces expériences. Et elles sont pas là par hasard. Moi, je me dis toujours, OK, attends que la vague passe, mais tu vas voir, il y a un truc super qui va se passer après et c'est cool. Bon, je sais pas si je suis un peu maso. Et non. donc, du coup, j'arrive en école Montessori. Et là, pendant l'entretien, ça se passe très bien avec la directrice. Moi, en plus, je suis dans l'action, donc je lui dis, est-ce que je pourrais faire des trucs sensoriels? Oui, oui, pas de souci. Et en fait, quand je débarque le premier jour de stage, l'éducateur me calcule pas, il me laisse dans un coin de la classe. Bah, alors au début, je me dis, ok, j'observe et tout. Et puis, en fait, dès que je vais avoir un moment d'échange avec l'éducateur français, parce que du coup, dans les classes, il y a un éducateur français et une éducatrice anglophone qui parlait pas français pour le coup. Et du coup, moi, dès que j'essaye de voir en fait mon maître de stage, bah, du coup, il me dit non, tu dois aller garder la récréation, tu dois aller endormir les enfants. Donc en fait, j'étais là pour des moments où ils avaient des trous de personnel, quoi. Et donc du coup, moi tout de suite, enfin voilà. Quelques semaines après la rentrée, je lui dis, moi, c'est compliqué pour moi d'endormir un enfant alors que je le connais pas. À quel moment il peut se lâcher? Enfin, moi, en tant qu'hypersensible, déjà, par exemple, je dors pas dans un lieu public, quoi. Donc, je me suis dit, pourquoi l'enfant s'endormirait avec une personne qu'il connaît pas? Et maintenant que je suis éducatrice, je me dis, mais c'est clair, ça fait grave de sens, quoi. C'est Et clair, je dois aller dormir chez une copine. Je devais dormir avec elle parce que bah voilà, on était reçus par une autre copine et du coup on était dans un lit. Là, c'est ma pote, tu vois. Je vais dormir avec elle dans le même lit. Déjà, je suis pas chez moi, j'ai un lit que je connais pas et je dois dormir avec ma copine. Ok. Non, bah non, même si c'est ma pote, je me sens pas, j'arrive pas à dormir, quoi, clairement. mm. Donc, du coup, je comprends pas trop. Et à chaque fois que j'essaye de lui parler, du coup, je suis amenée à faire des choses. Et là, on me tend une bassine de linge. Et donc, moi, j'ai rien contre faire, enfin, voilà, faire une activité, faire le ménage après, il n'y a pas de souci. Mais là, je me dis, OK, qu'est-ce qui se passe? Je crois qu'ils n'ont pas compris. Si, ils ont compris, les stagiaires, c'est quoi? Des bras, des bras gratuits. Voilà. Et puis c'est tout. Non, mais c'est clair, enfin, la folie, quoi. Donc, en fait, voilà, je vais en discuter après avec eux. Et en fait, voilà, je comprends qu'effectivement, eux, ils prennent des stagiaires, donc souvent des CAP petite enfance, mais du coup, ils prennent aussi des éducs, bah, effectivement, pour combler leur manque de personnel au niveau logistique. Donc, je fais la garderie le matin ou le soir. Voilà, en fait, c'est le seul moment où j'ai une interaction avec les enfants, puisqu'en fait, pendant la classe, je n'ai pas le droit d'avoir d'interaction avec les enfants. Donc en milieu de stage, je vais secouer un peu tout ça et du coup, j'aurai le droit de lire des histoires aux enfants. Donc je passe ma journée après à lire des histoires aux enfants. Je suis au coin lecture, quoi. Mais en fait, sinon, je n'ai pas le droit, voilà, de leur adresser la parole. Et comme je n'ai pas la formation éducateur Montessori, je n'ai pas le droit de connaître l'utilisation du matériel. Donc en fait, pendant 2 mois de stage,
sert à quoi alors ce stage? Ouais, je vois un matériel et le soir, je vais chercher sur Internet, mais on ne veut pas m'expliquer à quoi sert ce matériel. Ah. Trop sympa, quoi. De toute façon, bientôt je vais faire un live sur, ça s'appellera les stages pourris. Et du coup, tu reviendras et on parlera de tous les stages. Là, surtout, ce qu'on va essayer de centrer aussi, c'est vraiment le parcours et pourquoi. Oui, oui, excusez-moi. Euh, mais du coup, les stages qui t'ont marqué, tu veux nous donner la liste des autres stages, ce que tu as. Oui, alors après, c'est ça. Après, je pars en crèche à caractère social. Ouais. Et là, ça se passe super bien. Je tombe en fait avec voilà une éducatrice et une puère qui sont vraiment top, une équipe qui est à fond. Je peux pas l'expliquer pourquoi il y a eu cette mouvance-là dans cette crèche, même encore maintenant, je sais pas. En tout cas, ça matche bien. En fait, on est sur de l'itinérance ludique, donc la crèche, elle est en cercle. Et au milieu, il y a un patio et en fait, il n'y a pas de section, donc du coup, il y a un seul lieu de change. Donc n'importe qui va changer n'importe quel enfant. Du coup, c'est vraiment bonne ambiance. On est vraiment dans de l'entraide. Il y a une énorme salle avec des toboggans, des choses de motricité qui sont libres toute la journée. Et du coup, je sens que les enfants sont bien et tout le monde est bien. Et c'est là que j'entends parler pour la première fois d'éducatrice libérale. Alors, c'est pas le terme qu'elle emploie, mais en fait, l'éducatrice qui me suit, le soir, en fait, elle n'a pas le temps pendant la journée de recevoir les parents. Et en fait, le soir, elle fait de l'accompagnement à la parentalité au Mhm. sein de la crèche. Mais du coup, je pense qu'elle est payée voilà, sur des séances d'accompagnement. Et Mhm. donc, je trouve ça formidable, quoi. Formidable ce qu'elle propose aux familles. Surtout que voilà, c'est une crèche à caractère social, donc on a beaucoup d'enfants qui sont placés chez des assistants familiaux. Donc là aussi, j'arrive à faire du lien et tout avec l'alimentation, le lien avec la mère et tout. Enfin, c'était super intéressant. Et je suis encore rattachée à un foyer de demandeurs d'asile. Donc, du coup, et là, par contre, pour le coup, ça se passe super bien parce qu'on a des interprètes et tout. Donc, on a à cette époque-là des réfugiés syriens et tout. Et c'est super intéressant de travailler avec eux parce que, on a l'impression, enfin, d'être vraiment dans l'urgence. On accueille des enfants en urgence qui ont vécu un déplacement de population. Et moi, ça me fait vibrer, ça. Ouais. Donc voilà, du coup, ça se passe bien. Et mon troisième stage, je le passe chez Babylou. Je balance les blazes. Et, et non, et ouais, du coup, Crèche privée, ça, Ilou, groupe privé. voilà, c'est ça. Et donc, du coup, là, par contre, bon, c'est super formateur pour moi, mais c'est super n'importe quoi. Et en fait, il y a une éduque dans chaque section qui sort de formation. Et du coup, je parle vachement avec elle, donc c'est hyper formateur pour moi. Mais je me rends compte, voilà, de la dépression dans laquelle elles sont. Et d'ailleurs, elles vont pas rester plus d'un an dans cette structure-là. Ça remonte à quand? Parce que tu parlais déjà d'itinérance ludique, c'était quand? C'était. Alors, c'était pas le terme en fait qui était employé, mais c'était exactement cette méthode-là en fait. Euh, C'était en 2014. Ouais, ouais, déjà. Oui, c'est vrai qu'on en parle depuis peu et c'est pas encore développé dans certaines structures, mais c'est bien quand même qu'en 2014, c'est été développé. C'est ça en fait. Il n'y avait pas encore le livre, il me semble, de Laurence Rameau. En tout cas, moi, je l'ai lu ouais, j'ai lu qu'en 2020, non, 2019. Je sais pas quand il est sorti, mais c'est vrai que pour moi, c'est exactement cette méthode-là qui avait été décidée lors de la création des locaux, en tout cas, Ouais. et du projet pédagogique. Euh, et donc, voilà. Et donc, du coup, je fais mon dernier stage et c'est là où ça a toute son importance. Je veux faire mon dernier stage dans une ferme pédagogique. Et donc là, je me bats en fait avec l'école parce que du coup, il me faut une référente éducatrice. Ouais. J'en parlais justement hier avec, je crois que c'est Objectif EJE, du fait qu'apparemment maintenant, il faut qu'il y ait absolument une éducatrice dans la structure. Bon, moi, avant la réforme, c'était pas le cas. Ouais. Je sais pas si tu es au courant. Non. Mais en tout cas, voilà, moi, c'était pas le cas. Par contre, je me trouve du coup une éducatrice de jeunes enfants qui était dans un multi-accueil, qui du coup devient ma référente. Donc, je la vois de temps en temps pour lui raconter un peu ce qui se passe. Et voilà, j'arrive à faire ce stage en ferme pédagogique. Et là, c'est vraiment la révélation. Donc, faut savoir qu'à ce moment-là, du coup, je tombe malade. En fait, je me mets à avoir des tendinites un peu partout.
Et donc, en fait, voilà, j'arrive à, j'arrive à la ferme pédagogique. Alors, c'est un lieu quand même un peu sportif, quoi. En tout cas, qui est pas forcément plat. Et moi, j'arrive, je suis en béquille. Enfin, c'est un peu le chaos total dans mon corps, mais c'est pas grave parce que je suis tellement contente d'être là que pour moi, il y a une harmonie totale autour de moi. Donc pour vous expliquer vite fait ce que c'est cette ferme pédagogique, en fait, elle accueille des IME. Voilà, tous les matins, il y a plusieurs groupes d'IME qui vont venir, un peu comme quand ils viennent dans un centre équestre pour faire de l'équithérapie. Là, du coup, ils Des, viennent à en- la ferme. des enfants qui sont en institut médico-éducatif? Oui, voilà. Du coup, ils vont venir et du coup, ils viennent avec leurs éduques et nous, on fait de la médiation à travers l'animal. Et ensuite, je monte tout un projet aussi pour faire venir des crèches et aller dans les crèches avec les animaux. Donc ça, c'est génial. Et je me mets déjà à faire voilà des visuels et tout, donc à être vraiment dans de la polyvalence de l'éducatrice, ce qui va beaucoup me servir pour la suite. Et, et du coup, on accueille aussi donc le mercredi et le samedi des familles. Et donc là, je fais des ateliers par enfant. Et en fait, quand je fais ces ateliers par enfant, je me dis, mais là, je suis réellement à ma place. Il y a tout, il y a des enfants, il y a des familles, il y a des animaux, il y a le soleil. Là, c'est le bonheur total, quoi, l'harmonie. C'est le Disneyland pour Margot. Mais grave. Et moi, je veux qu'ils m'embauchent après, quoi. Mais le truc, c'est qu'ils n'ont pas assez de financement pour m'embaucher. Et je me dis, bon, c'est pas grave. C'est qu'il y a autre chose qui m'attend ailleurs. Donc voilà, je finis ce stage et je finis cette formation. Donc j'ai mon diplôme en me disant ce que j'ai vécu pendant cette dernière année, c'est magique, c'est exactement ma place. Et là, je me rends compte que j'ai vraiment cette faculté à transmettre ma passion et donc tout mon savoir. Je me rends compte aussi que j'ai du savoir de la petite enfance et je le transmets aux familles et j'y arrive bien parce que je les sens pas vexées de mon discours et à la fois à travers à travers n'importe quel outil, que ce soit un lapin ou un gâteau, et ben j'arrive aussi à transmettre des messages. Et donc je pense que c'est vraiment ça, c'est vraiment ce stage qui va définir que j'ai envie de faire du libéral par la suite. Mais bon, pour l'instant, je connais pas encore trop le terme. Et du coup, toi, une fois que tu as été diplômée, tu es partie direct en libéral ou tu as choisi une structure d'abord? Non, alors je suis partie en fait en IME déjà. Dans un institut médico-éducatif, puisque du coup, j'avais entrevu le monde du handicap, mais je voulais vraiment me former plus. Ouais. Voilà, j'ai pris un job pour me former, quoi, mais j'avais l'impression que je manquais un peu de matière. Et bon, là, en fait, enfin, ça a été tout et n'importe quoi, une violence éducative extrême, je pense, avec des enfants de n'importe quelle pathologie qui, du coup, étaient violents entre eux. Donc c'était assez difficile pour moi. Je me prends beaucoup de choses en tête Ouais. et en plus bon voilà c'est juste avant. Enfin d'ailleurs juste avant mon diplôme, quelques semaines avant mon diplôme, on me déclare du coup une spondylarthrite. Donc c'est une maladie qui atteint du coup toutes mes articulations et les médecins qui me disent de toute façon voilà vous pourrez pas travailler avec des jeunes enfants parce que vous pourrez pas les porter etc. Donc qui me déconseillent de faire éducatrice de jeunes enfants. Merci. Et Et du coup, voilà, là, quand j'arrive et que je vois tout ça, c'est un peu compliqué pour moi. Ça me renvoie aussi beaucoup de choses. Mais voilà, c'est très formateur. Mais du coup, je vais pas renouveler. Enfin, je suis en CDD et du coup, voilà, je reste quelques mois et après, je vais pas renouveler parce que on est plus dans de la psychiatrie à ce moment-là. Et du coup, même moi, j'ai pas les armes pour. Et en plus, je suis avec des adolescents, donc c'est un peu difficile. ouais. Et du coup, là, je trouve une place en crèche municipale, donc en direction, en trinôme de direction. Ok. Et, euh, et du coup, c'est assez compliqué parce que j'ai une directrice qui vient de faire une VAE, donc elle n'a pas encore exactement sa place d'éducatrice. Une puère qui est du coup, c'est sa première année d'exercice et moi qui débarque aussi dans une première année
d'exercice, quoi. Donc, du coup, ça va être assez compliqué pour moi. Déjà parce que je suis avec des personnes qui sont pas volontaires, qui sont vraiment fermées à tout. Il y a beaucoup de conflits entre sections, il y a beaucoup de conflits entre les personnes, avec la direction aussi. Bon, en fait, tout ce qu'on peut, voilà, voir de négatif, on va dire, dans une structure. Et du coup, c'est difficile pour moi parce que j'arrive pas à être ce leader, en fait. J'essaye, mais je me dis qu'en fait, ça, c'est pas fait pour moi. Voilà, faire du management, bah, maintenant je le sais, c'est pas pour moi, j'y arrive pas. Et j'ai du mal en fait à gérer ces conflits parce que je me reçois beaucoup d'émotions, voilà, je les prends pour moi et c'est difficile. Donc voilà, du coup, je vois aussi pas mal de violences éducatives malheureusement. Je sais Ouais. que c'est un mot fort, mais en même temps, il n'y a pas d'autre mot, désolée. Les douces violences, si vous voulez. C'est une réalité. C'est ça. Et par contre, je me rends compte qu'en fait, encore une fois, j'ai cette chance de pouvoir monter des ateliers par enfant. Donc, un jour sur deux, soit le matin, soit le soir, je fais des ateliers par enfant. Et en fait, j'ai un groupe de parents qui est super et qui bosse pas beaucoup. Et du coup, qui viennent à tous mes ateliers, en tout cas, qui ils se rendent disponibles pour mes ateliers. Et là, je m'éclate, quoi, voilà, à préparer mes ateliers, à faire les affiches et tout, et à les mener. Et encore une fois, je me sens vraiment utile à ce moment-là parce qu'en fait, pendant ces ateliers, voilà, cuisine, création et tout, je vois que je peux vraiment apporter des notions et Trans. discuter avec les parents. Mm. Ouais, transmettre. Et là, c'est le dernier lieu où tu as travaillé. Et ça, c'est le dernier lieu où je travaille. Parce qu'en fait, voilà, du coup, ça se finit où c'est, ouais, où pour moi, je me dis là, au bout d'un moment, c'est plus possible. Le service petite enfance nous demande de mentir aux familles. Enfin, et voilà, pas mal d'histoires un peu surprenantes. Et, Du coup, tu te dis à ce moment-là, tiens, le libérage serait peut-être pas mal. et voilà, là, alors, en fait, je connais pas encore ce terme, mais du coup, là, en tout cas, je leur dis ciao. Donc, voilà, je pars. Je pars de la crèche. Et tu Ouais, restes pas. Ouais, vas-y, vas-y. non, voilà, en fait, je pars de la crèche. Donc, heureusement, je suis pas titulaire. Donc, du coup, je pars de la crèche. Et à ce moment-là, je quitte mon mec aussi. Donc, comme ça, voilà, je fais table rase, On repart, reconversion. on coupe les cheveux et on y va. C'est clair, c'est exactement ça. Et du coup, et en fait, le problème, c'est que du coup, je me retrouve avec un tout petit chômage qui paye à peine mon loyer parce que je me retrouve du coup à payer mon loyer seule. Et je suis dans une très grande ville, donc du coup, c'est hyper compliqué et il faut que je mange en fait tout de suite. Donc, du Ça coup, peut aider. Ça peut aider. je vais tout de suite faire du périscolaire. Et en fait, bah, encore une fois, quoi, révélation, je me retrouve à Monaco avec une petite fille en situation de handicap à faire en fait, enfin, voilà, du périscolaire, quoi, à la voir après l'école. Et là, je me dis, mais c'est génial, en fait, ce que je suis en train de faire. Et d'ailleurs, je discute du coup avec des parents qui sont dans des groupes de parents d'enfants en situation de handicap et qui me disent qu'effectivement, ils n'ont pas d'éducateurs autour d'eux. Et en fait, il y a personne il y a beaucoup de paramédicaux, mais il y a personne qui est là pour être vraiment dans cet accompagnement où on va aménager l'espace, où on va aussi, bah, je veux dire, même si cet enfant il est en situation de handicap, bah, il vit des émotions, donc il y a personne qui est là pour gérer tout ce qui est sociabilité, sociabilisation, euh, Réalisation. euh, voilà, émotion et en fait bah, tout ce qu'on fait en fait, tout ce qui est une éducatrice de jeunes enfants. Et moi autour de moi il n'y a pas d'éducatrice en libéral et il y a personne qui fait ça. Et en fait c'est là que vient en fait cette idée, c'est qu'elle vient des familles, c'est les familles qui m'apportent cette idée et qui me disent voilà nous on a besoin de ça. Et là je me dis il y a vraiment une matière à faire quoi. Et du coup donc, je commence à me former, moi, par rapport à ma maladie, au yoga. Et du coup, je me dis, ah, tiens, ça pourrait être un outil. En fait, n'importe quoi peut devenir un outil. Comme je vous disais tout à l'heure, bien sûr qu'un lapin peut devenir un outil pédagogique, le pauvre. Voilà, ça peut être une petite marionnette, ça peut être la musique, et en fait, voilà, tout peut devenir un outil à partir du moment où derrière on y met du sens. Et moi, du coup, ce qui me touche particulièrement, bah, effectivement, ça va être le yoga et ça va être les objets sensoriels. Et du coup, je me dis, bah ok, ça va être mes outils. Mais au début, en fait, quand on arrive en libéral, on a envie de tout faire. Donc déjà de pouvoir se centrer sur quelque chose, c'est pas facile. Donc
Du coup, au début, je sais pas trop où aller. Je sais pas non plus quels vont être mes partenaires aussi pour me lancer. Mais du coup, là, tu travailles toujours en périscolaire et Oui. tu veux te lancer du coup en indépendante. Donc, tu fais quoi comme démarche administrative? C'est-à-dire que, enfin, comment ça se passe? Tu fais micro-entrepreneur? Enfin, c'est quoi que tu as fait en fait? Alors en fait, c'est ça. Bon, comme j'ai personne autour de moi, je vais voir une collègue psychomotricienne qui du coup m'indique tout ce qu'elle a fait. Donc je me dis bon bah ça doit pas être si différent. Alors oui, nous on n'a pas de les gens du paramédico, ils ont des cartes professionnelles. Moi du coup ça me manque un peu parce que du coup on n'en a pas parce que ça n'existe pas. D'ailleurs à chaque fois que je décroche le téléphone et que j'explique que je veux me lancer en libéral et faire de l'accompagnement à domicile, les gens comprennent pas. Voilà. Pourtant on est en 2018 quoi. Mais Mhm. j'ai l'impression que les mentalités ont déjà évolué depuis quelques années, quoi, heureusement. Et du coup, effectivement, bah déjà, je vais voir Pôle emploi qui me fait faire une formation pour les micro-entrepreneurs. Donc ça, c'est génial, où il t'explique tout. Voilà, est-ce que tu veux payer tes impôts par mois, par trimestre, enfin, des choses comme ça. Et en fait, après, ça se fait tout simplement. On va voir l'URSSAF et on se déclare. Et en fait, tout le monde peut créer une entreprise en 3 secondes ou une association d'ailleurs. Exactement, c'est ce que j'ai fait aussi, hein. Vous allez sur le site de l'URSSAF, micro-entrepreneuse ou n'importe quoi, un micro-entrepreneur. Vous sélectionnez, ça se fait en ligne. Après, vous recevez votre numéro de SIRET. C'est ça. C'est rapide, hein. Le plus difficile à trouver, c'est l'assurance. C'est ça. Voilà. Parce que les gens comprennent pas, mais qui vous êtes? Qu'est-ce que vous faites? Ouais, ouais. Mais de toute façon, tout le monde peut se lancer. En tout cas, si vous avez des questions sur les éducatrices libérales, allez sur le Facebook EJE libéraux. Puisque du coup, moi, j'y suis depuis le début et franchement, on devait être 100 au début, on doit être 5000 aujourd'hui. Et en fait, vous avez toutes les réponses à vos questions sur les sites internet pré-remplis, voilà, sur toutes vos questions administratives, en fait, même sur le projet social, parce qu'en fait, c'est ça. Moi aussi, bon, parce que je suis quelqu'un de carré, je fais tout de suite un projet social et un business plan. Voilà, pour savoir où je vais, qu'est-ce que je fais, pourquoi je le fais, sur quel territoire je suis et tout. Mais il y a des gens qui passent pas par là et ça se passe très bien aussi. Donc voilà, ça, je pense que c'est à chacun. Bien de tomber dessus, merci. Ouais, bah ouais, bah, vous allez voir sur Facebook. De toute façon, vous avez pas mal Ah de bah c'est chouette. pages. Ça fait des années que je suis cette page-là et Ah. d'autres. Du coup, on va rentrer concrètement dans la phase de tu es UGE et tu es en libéral. C'est ça. Alors juste avant, je vous explique du coup le programme. C'est que du coup, donc moi j'ai commencé en 2018. La première année, je suis éducatrice libérale, mais en même temps j'ai besoin de manger, donc je suis auxiliaire parentale en même temps. Donc je vous explique, c'est en gros je garde un bébé chez elle pendant 30 heures par semaine. Et à côté de ça, du coup ça se passe sur 3 jours. Donc à côté de ça, j'ai 3 jours pour faire voilà mon libéral et ça me permet de pouvoir manger en même temps et ça c'est une réalité hein. Voilà de pouvoir avoir un peu d'argent en même temps que je me lance et au début voilà quand on n'est pas connu c'est très long la communication à faire et je pense que j'en avais vraiment besoin et ça a été ultra formateur pour moi puisque du coup moi, j'avais fait que du collectif et là, en fait, c'est un peu comme si j'avais eu un bébé, quoi. En même temps, j'étais seule avec un enfant à pouvoir discuter avec les assistantes maternelles au parc, à discuter avec les mamans au parc. Et là, encore une fois, je pense que du coup, ça va vraiment me servir après dans l'accompagnement parce que je vis ces galères avec une poussette quand il y a des travaux. Enfin, voilà, toutes les problématiques un peu de maman, sauf le sommeil, puisque du coup, moi, je rentre chez moi et je dors toute la nuit. Oui. Donc là, quand vous démarrez en libéral, concrètement, ce qui marche le plus, hein, déjà, votre taf, c'est 80%, c'est de la communication. Donc vous allez vous créer vos flyers, vos cartes de visite, vous allez aller à la rencontre des autres, surtout si vous êtes en local, en présentiel, hein, vous faites une page Facebook, et il faut que ce soit voilà, bien préparé. Après, vous passez un site internet, un truc Google Business et tout, qu'on vous voit un peu partout. Là, il y a une phase où souvent on est entre deux, on travaille et puis on se lance en libéral pour se faire connaître. C'est ça, la plupart des gens font ça en fait, hein. La porte et faut y aller. Beaucoup de com, beaucoup, beaucoup.
En fait, c'est ça, la plupart des gens, ce qu'ils font, ouais, comme tu dis, en fait, ils travaillent en même temps. D'ailleurs, il y a des collectivités qui sont complètement OK avec l'accompagnement parental parce que eux, ils n'ont pas forcément le temps ni l'argent de mettre là-dedans. Et en fait, on peut facilement se faire un 80% ou un 50% en même temps qu'on se lance en libéral. Et bon, moi, du coup, j'ai choisi de faire ça, mais on peut, voilà, être à mi-temps en même temps qu'on se lance et voir même les collectivités peuvent vous prêter des locaux ou le faire le soir après dans la structure. Il y a énormément de possibilités et ça permet vraiment de se lancer. Justement, c'est vrai que grâce à ce Facebook de JE Libéraux, ça m'a vachement rassurée parce que les gens, on a fait un sondage et en fait, les gens sont rentables à vivre de ça à 100% entre 3 ans et 5 ans après la création. Alors, je ne le souhaite pas à tout le monde, je pense que c'est différent, voilà, ça dépend comment tu te lances et le budget que tu mets aussi dans la com, c'est-à-dire que ça aussi, je pense que voilà, faut en parler, c'est qu'au début, il y a du temps, de l'argent qui va partir, mais voilà, c'est pour mieux Oui, se faire connaître. ouais, bah, je pense qu'il faut pas hésiter à se lancer aussi dans des choses, proposer des choses en distanciel à certains moments pour aussi voilà, s'en sortir au niveau local après par la suite. Donc, faut Oui, c'est vrai, moi j'ai... aussi. Bon, moi, le C'est vrai confinement que a aidé. C'est vrai que j'ai réussi à me lancer en moins d'un an. Mais après, les approches sont différentes. Après, pour ce que tu proposes, l'accompagnement famille, ouais, effectivement, voilà, c'est beaucoup de bouche à oreille et de la promo, de la pub, aller dans les cabinets, aller dans les hôpitaux, les maternités, chez les sages-femmes, chez un petit peu tout, magasin de jouets, je dis n'importe quoi, hein, mais vraiment mettre un peu la com partout, partout. c'est ça, c'est qu'au début, tu sais pas trop sur quoi tabler. Je disais Vistaprint et votre ami. Tellement. Alors après, il y a des gens aussi qui passent par des boîtes. Enfin, voilà, si on parle de communication, il y a des gens qui vont passer par des boîtes. Moi, j'ai voulu tout faire moi-même parce que j'arrive pas à déléguer. C'est clair. Donc j'ai vraiment tout fait parce que c'était mon projet, c'était un peu mon bébé que j'ai couvé comme ça et que j'ai voulu façonner à mon image. Et du coup j'ai fait mes flyers, mon site internet, j'ai tout fait de A à Z. Et je pense qu'effectivement, si on a un peu d'argent, on peut peut-être payer quelqu'un qui le fait aussi très bien. Il y en Et a. Bon, moi aussi, j'ai fait tout moi-même, mais vous avez en ligne, il y a beaucoup de choses de sites internet, je sais plus les noms, mais qui proposent de faire votre logo. Il y a des graphistes ou des illustrateurs qui font des logos, voilà, qui vous proposent différentes formules, vous faire un logo, un fond d'écran ou des choses un peu, ou du bannière ou n'importe quoi, pour des prix dérisoires. C'est vraiment, il y a tout qui est possible sur internet. Vous cherchez, vous trouvez, hein. Vraiment, il y a plein de choses qui sont possibles. oui, c'est ça. Et puis de plus en plus aussi, je pense, parce qu'il y a beaucoup de micro-entrepreneurs dans n'importe quel Ouais. domaine, j'ai l'impression, qui se montent de plus en plus. Du coup, je sais plus où on en était dans les questions. Ben, là, dans le chat, du coup, il y a des réactions. Merci pour les conseils. Concrètement, les parents vous contactent pour quel problème? Des exemples? Bah, du coup, on va en parler là, du coup, des prestations et du travail de Margot maintenant. Du coup, justement, en quoi ça consiste ton travail? Donc, concrètement, qu'est-ce que tu proposes en tout? En tout, ouais. Alors voilà, bon, concrètement, il faut se dire aussi que là, du coup, moi, la première année, comme je vous ai dit, j'étais à mi-temps, en gros, et les 2 autres années, c'était des années Covid. Donc moi, voilà, je suis à 3 ans d'exercice, 3 ans de galère, hein. Voilà, faut le dire aussi. Ça ira mieux l'année prochaine. C'est pas. C'est ça. Mais du coup, hyper formateur, quoi. C'est qu'il y a des trucs qui t'arrivent que tu n'avais pas prévu et tout, et c'est génial. Donc moi, en fait, ce que je fais, c'est que j'accompagne les familles dans leurs problématiques. Donc que ce soit des familles avec des enfants typiques ou atypiques, donc, c'est-à-dire porteurs de handicap ou voilà, peu importe des petites pathologies. Voilà, donc souvent pas diagnostiquées puisqu'on est dans de la petite enfance forcément. Et du coup, je vais les accompagner de différentes manières. Donc, je vais les accompagner à travers l'oral. Donc, c'est-à-dire qu'on va se poser, on va poser des mots voilà, sur la problématique. Donc, en fait, c'est tout ce qui va concerner le quotidien de l'enfant. Comme vous connaissez, ça va être le sommeil, l'alimentation. Voilà, l'enfant, de toute façon, ses moyens d'agir, c'est la propreté, voilà, tout ça, la continence. Et,
Et puis, il y a aussi tout ce qui est difficulté motrice. Et c'est aussi un peu par là que du coup, bah, moi, je suis un peu cette première rempart où les gens vont m'appeler et je vais pouvoir orienter vers des médecins spécialisés parce que je décèle quelque chose qui est un peu atypique du coup, qui a un développement un peu atypique de l'enfant. Et Et clairement sur le rôle de prévention de l'EJE et sur. c'est ça. Ouais, Ouais. prévention, orientation et du coup, donc pendant ce moment qui est super riche où on va discuter, on va pouvoir du coup faire de l'aménagement de l'espace, trouver des rituels. En fait, ça c'est vraiment mes deux grosses bases. Enfin, mes trois grosses bases, c'est vraiment poser des mots. Moi, du coup, je vais apporter derrière juste un peu de connaissances sur le développement de l'enfant que les parents n'ont pas forcément. Donc, je vais expliquer la situation, qu'est-ce qui se passe à ce moment-là dans la tête de tout le monde. Et ensuite, le parent va, avec moi, du coup, on va trouver bah, comment résoudre ce souci, qu'est-ce qu'on peut faire à ce moment-là. Du coup, si on a remarqué que c'était l'enfant mange pas parce que c'est un moyen pour lui de communiquer, par exemple, ou pas voilà ou parce que il dort pas dans son lit parce que il y a un problème de sécurité affective, etc. Bah du coup qu'est-ce qu'on va faire derrière? On va mettre des choses en place, on va mettre des rituels en place, des habitudes, un aménagement de l'espace en place ensemble et c'est vraiment eux qui vont le définir pour du coup qu'ils puissent être vraiment dans l'action et en fait vraiment mon ce qui me fait vibrer en fait et surtout mon mot d'ordre, c'est vraiment que ce soit le parent qui soit dans cet accompagnement de son enfant et dans cette action de changement parce qu'en fait voilà si c'est amené par quelqu'un d'autre ça sera jamais bien vécu, il faut que ce soit lui qui véhicule vraiment ce petit changement parce qu'en fait des fois rien qu'on pose des mots aussi dessus et ça change beaucoup de choses. Donc voilà, des fois il suffit de pas grand-chose. Et donc ça, c'est une première phase. Et après, du coup, il y a une deuxième phase où, du coup, je viens avec mes outils pédagogiques. Donc, des fois, comme je vous dis, ça suffit. Des fois, on passe pas par cette première phase, mais en général, on passe quand même par cette première phase. Et après, je viens avec mes outils pédagogiques. Et là, du coup, on fait bah, un atelier par enfant, mais à domicile toujours. Donc, on est toujours sur quelque chose qui est individuel. Moi, j'accorde vraiment de l'importance à ça. C'est vraiment je veux être professionnelle et pour me démarquer aussi de toutes ces accompagnantes à la parentalité, coach et tout ce qu'on veut, je veux vraiment que ce soit quelque chose de professionnel. Donc, je fais des comptes rendus. On note avec le parent ce qui se passe. Ils voient vraiment que je leur sors pas un questionnaire lambda comme j'ai pu en voir chez des coachs. Ouais. Je leur sors pas un questionnaire. C'est vraiment, on va ensemble noter et essayer de s'adapter en fonction de leurs besoins. Et en fait, moi, mon but ultime, c'est l'harmonie de la famille. C'est-à-dire que je ne vais pas me mettre côté enfant, tiens, l'enfant, il a tel besoin, tel besoin. Ok, mais il y a aussi le parent, il a tel besoin, tel besoin. Donc, je veux dire, en même temps, il est chez lui. Peut-être des fois, il a envie de dormir tranquille avec pas ses 15 enfants autour de lui. Enfin, voilà, il y a des fois où, du coup, il faut se mettre à la place de tout le monde. Et du coup, il faut du coup qu'on retrouve une harmonie dans tout ça. C'est que tout le monde y trouve son compte. Et à côté de ça, bah voilà, si il faut prendre le bain un peu plus tôt ou manger un peu plus tard, enfin, on essaye voilà de trouver des petites habitudes qui soient Et adaptées. ouais, là, j'ai compris que tu allais à domicile, tant que tu n'as pas de Oui. cabine, tu te déplaces chez les parents ou des structures qui te proposent comment ça se passe en fait, les lieux en fait où tu vas. Alors c'est ça les lieux, en tout cas pour cette partie-là. Donc je peux faire de la visio, bien sûr, mais pour moi c'est important d'être chez les familles, de faire vraiment de l'accompagnement à domicile, parce Mhm. qu'en fait là on rentre un peu dans cette intimité et on rentre en fait voilà dans l'intimité de la famille. On est voilà, on est chez eux et c'est là on va pouvoir voir vraiment tout ce qui se passe, ce qui se met en jeu à ce moment-là. Je pense que c'est complètement différent quand on les voit en crèche ou quand on les reçoit dans un cabinet. C'est un autre accompagnement, mais du coup, pour moi, c'était vraiment le but, c'était pas celui-là, c'était vraiment d'être chez eux et de pouvoir travailler tout de suite voilà, sur ce qui se passe et sur l'aménagement de l'espace. Je pense que c'est compliqué voilà, de voir ce qui se passe à travers leur dire uniquement.
Donc, du coup, pour moi, ça, c'est très important. Et donc, du coup, je viens après, voilà, dans cette deuxième phase, avec mes outils pédagogiques, faire du yoga ou de l'éveil sensoriel. Après, il y a aussi des gens qui m'appellent juste pour partager un moment avec leur enfant et pour découvrir et s'éveiller avec leur enfant. Donc ça, c'est génial aussi. J'adore quand ça se passe comme ça aussi. Mais voilà, il y a aussi des parents qui ont besoin. Donc en général, je suis rarement seule avec l'enfant. Ça peut arriver que je sois seule avec l'enfant. Mais comme je suis pas dans de la rééducation, c'est ça en fait qui nous différencie vachement de tout ce qui est paramédical. C'est que nous, on va pas être dans de la rééducation, donc on est vraiment dans quelque chose qui est global. Et en fait, c'est ça, je pense, qui manquait aux familles, c'est cette globalité où nous, on va vraiment prendre en compte tout ce qui se passe avec l'enfant et sa famille. Et on n'est pas juste sur l'enfant qu'il faut développer tel et tel membre ou voilà comme peuvent faire par exemple je sais pas les kinés, les psychomotes que j'adore hein, et qui sont super top. D'ailleurs, je travaille beaucoup avec les orthophonistes, etc. Mais nous, on va être dans cette globalité, on va englober tout ça. Et ça, je pense qu'en fait, notre place, elle est là. Et que si on la prend pas, quelqu'un d'autre va la prendre. Et ça, c'est un gros souci. Ça, c'est un gros souci parce que, comme je vous ai dit, moi, c'est vraiment les familles qui m'ont poussé à me mettre en libéral et à faire ces accompagnements comme je l'ai fait. Ça vient pas de moi à la base. Alors bien sûr, ça me ressemble, il n'y a pas de souci. Mais la problématique, c'est que souvent, en fait, à chaque fois que je rencontre des familles, ils me disent, mais en fait, heureusement qu'on vous a trouvé parce qu'on n'avait personne vers qui se pencher. Des fois, ils sont en crèche, mais en fait, il n'y a pas cette confiance ou il n'y a pas ce temps en fait avec le personnel de crèche avec qui discuter. Ils ont entendu tout et n'importe quoi de tout le monde. Et en fait, dans tout ce qui est accompagnement à la parentalité, je pense que c'est nous, les éducatrices de jeunes enfants, et il ne faut pas avoir peur de le dire, on est les experts de la petite enfance. Et le problème, c'est que tout le monde se permet de faire de l'accompagnement à la parentalité. Donc le kiné leur a dit n'importe nawak, l'orthophoniste leur a dit autre chose, le pédiatre souvent dit des choses, bon, il vient un peu des années 50, le gars. Et du coup, j'arrive avec des parents qui sont perdus. Ils ont eu 15 conseils, tous plus farfelus que les uns que les autres. Et en fait, ils ont besoin de quelque chose qui soit pas trop guidant, qui soit pas de l'ordre du conseil. Parce que mon rôle, c'est pas de les conseiller à faire ça ou ça. Non. Voilà, encore une fois, mon rôle, j'accorde de l'importance à ces termes-là, c'est de les accompagner dans une recherche de solution où c'est eux qui sont acteurs de cette solution-là. Et du coup, pour moi, c'est vraiment mon leitmotiv, quoi. C'est que toute la journée, je me bats là-dessus avec des professionnels qui vont prendre cette place. Maintenant, il y a énormément de formations en coaching, en accompagnement à la parentalité, en consultant à la parentalité. Enfin, j'entends des nouveaux mots tous les jours, je vais vous dire. L'autre Et fois, puis l'autre fois, j'ai croisé expert petite enfance. Euh, Expert petite enfance pour quelqu'un juste coach. Mais en plus, je m'attendais à une réaction de Stéphanie, hein, qui est dans le chat, Éduqué-thérapie. Je te rejoins, les familles sont heureuses de nous trouver avec notre expertise. Sarah dit, je suis tellement d'accord, oui. Tu prêches une convertie et Stéphanie lutte contre ça. Je voulais revoir le live avec Stéphanie qui est thérapeute sophrologue. Allez-y, elle est sur ma page. Mais oui, c'est complètement ça. Ou même aussi dans ma branche où je vois, il y a pas mal de gens qui se lancent dans l'accompagnement ou la formation alors que même ils n'ont pas de certification ou ils ne sont pas formateurs ou voilà, ou juste parce qu'ils ont lu, ou ils ont passé eux-mêmes leur VAE, bah, du coup, ou ils ont lu une page Facebook, bah, ça y est, je vais me lancer dans l'accompagnement VAE. Alors que, ouais, ok, c'est aussi toute autre chose. Mais là, en tant que JE, oui, il suffit d'être parent pour se dire, ben voilà, je vais être coach parental, ou alors mon enfant est intolérant aux protéines de lait de vache, alors il y en a, pareil, carrément, ils deviennent coach allergologue. Et ça prend une ampleur, ça peut être dangereux carrément pour les familles, hein, ou alors je vais ah mais clairement. aider les femmes à accoucher. Enfin, le truc, est-ce que t'es sage-femme, t'es infirmière, Non, non, juste comme ça. Moi, je trouve que ça peut aller loin, ça peut être Moi dangereux. aussi, ouais, je trouve que ça peut être dangereux parce qu'il y a des conseils qui sont clairement dangereux. Et en fait, c'est des gens, souvent d'ailleurs, tu vois sur leur site, en fait, ils sont mamans et puis ils ont fait quelques cours en e-learning. Mais c'est pas comme ça. Déjà que nous, j'ai l'impression qu'on manque de formation, que les 3 ans sont pas assez. Pour moi, on devrait rajouter au moins 5 ans. Non, non, mais au moins quelques années. Parce que. Alors après, on a cette force aussi, j'ai l'impression que toutes les éduques, on est dans de la formation continue parce qu'on adore se former. Et
C'est tout le temps, on se forme tout le temps, mais c'est justement ça, c'est pour montrer à quel point on est professionnel, c'est que nous, on a C'est envie ça. d'aller de l'avant, de se former. C'est ça qui fait le métier de JE. On est ouverte à, voilà, on se cultive, on va chercher des infos, etc. Non, bah, il suffit d'une petite formation en ligne pour être coach parental. Enfin, c'est le développement personnel, le machin, enfin, il y en a Ah, partout. déjà, à partir du moment où on parle de coaching, ça peut pas être par rapport à la parentalité. C'est ce que j'explique. Le coaching, c'est quand tu veux développer un muscle, par exemple, et que tu fais du coaching sportif, ok. Mais là, on parle de quelque chose où, encore une fois, il y a une globalité à prendre en compte et on va pas. En fait, eux, justement, ils vont voir le problème sommeil. Donc, du coup, on va régler ce problème-là. Mais en fait, si l'enfant il dort pas, il y a quelque chose en amont. Il y a peut-être un non-dit, il y a peut-être voilà, de la sécurité affective derrière. Enfin, voilà, il y a tellement de choses qui peuvent expliquer le manque de sommeil que du coup, on peut pas s'attarder sur ce point-là. Et moi, c'est ça, en fait, qui me dérange dans leur discours. Et encore une fois, nous, la deuxième chose qui me dérange énormément, c'est que la différence, c'est que les éducatrices, en tout cas la plupart, parce qu'encore une fois, ça, je trouve que c'est un peu par rapport à soi-même, on est bienveillante et non jugeante. Et c'est ça aussi le problème, c'est que déjà on est dans une société où en fait les parents se jugent entre eux, sont vraiment jugés. Si vous voulez, nous on a été élevés, je pense tous avec la punition, la fessée, etc. Là, on est en train de dire aux parents, bah écoutez, la façon dont on vous a élevé, c'est pas bien. Mais en fait, on vous donne pas les clés pour savoir comment maintenant élever les enfants. Donc attention, maintenant on va parler, ouh là là, il y a plus d'autorité, il y a les enfants rois et tout. Mais en fait, c'est juste que les parents n'ont plus les clés. Alors si je punis pas, parce qu'en fait, eux, ils ont été élevés comme ça, vous voyez. Donc du coup, si je punis pas, qu'est-ce que je fais en fait pour avoir de l'autorité et du coup, ils sont déjà perdus dans leur rôle de parents. Et ça, franchement, c'est toutes les familles que je suis. C'est ça. Euh, Bon, il y a une multiplicité d'informations partout, sur Internet, pour machin. Ah, il faut pas faire de violence, faut pas taper, faut pas donner la fessée, etc. Mais il n'y a pas d'alternative. Euh, on vous dit que c'est pas bien. Alors c'est hyper culpabilisant pour le parent qui, lui, a ses propres représentations éducatives et qui est dans ce syndrome de voilà, j'ai vécu ça, mais j'en veux pas à mes parents, ou alors j'en suis pas mort, hein, le fameux j'en suis pas mort. ouais. Évidemment, on vous demande pas d'en vouloir à vos parents, hein, bien sûr. Ils ont fait avec ce qu'ils pouvaient et comme ils pouvaient. Mais en même temps, on leur donne pas les outils. Donc, ils font comment? Voilà, c'est pas en achetant le dernier kit Filiosa à la mode que on va s'en sortir en tant que parent. Non, non. Par contre, allez voir des éducateurs de jeunes enfants libéraux qui sont des vrais spécialistes formés pour. Et c'est ça, on arrive toujours à ce problème de reconnaissance au final. C'est qu'on n'est pas assez reconnu. Alors c'est pour ça que moi, à mes heures perdues, je coach. Non, mais je conseille beaucoup d'éducatrices de jeunes enfants qui se sentent perdues en fait, qui se sentent perdues dans les valeurs des structures dans lesquelles elles travaillent, comme moi j'ai pu l'être. Et en fait, je pense qu'on a toute cette force en nous, c'est-à-dire qu'on a toutes des passions qui peuvent devenir des outils pédagogiques. Je sais que moi j'ai des copines qui font de la couture et à travers la couture elles font des ateliers par enfant. Enfin ça peut être tout et n'importe quoi. Si vous aimez le cheval, si vous aimez les lapins, moi le yoga, ça peut être voilà si vous jouez d'un instrument. Moi, j'aime me former, ben, c'est ça. Donc, j'allais dire les licornes, mais je peux pas. Il y en a pas encore, on les a pas rencontrés. Je rebondis. Si c'est des rhinocéros qui se sont laissés aller, les licornes en fait. Enfin, voilà. Justement, je rebondis par rapport à ça, tes valeurs éducatives, enfin tes valeurs, toi, qui guident ta pratique, c'est quoi qui est important pour toi? Moi, du coup, bah, ce qui est important, c'est ce que je vous explique, c'est vraiment d'être dans de la bienveillance, dans le non-jugement. En fait, vraiment en fait, de pouvoir faire que ces familles-là, même si je les aide sur un problème précis, et bah au final, on va. Euh, j'ai mon chat qui veut venir. Désolée. Bip, coucou, Non. on veut- Et en fait, voilà, ces familles-là, en fait, elles vont être boostées parce qu'en fait, c'est elles-mêmes qui vont résoudre ces problématiques-là. Et elles vont être boostées en fait dans leur parentalité. Et en fait, moi, voilà, pour en revenir à cette société qui du coup dit vous savez pas faire, et ben moi je leur dis vous savez faire. Voilà. Alors bien sûr, il y a des fois, et ça faut le faire attention, il y a des fois, on a l'impression que l'instinct
Enfin, des fois, il faut faire attention à son instinct et des fois, on confond un peu l'instinct. Par exemple, quand je vois des parents qui me disent, oui, mais quand je le mets allongé, il pleure, alors du coup, je le mets dans le Yupala. Et il est content, il sourit. Alors oui, mais en même temps, on sait maintenant que c'est pas très physiologique tout ça. Alors oui, l'enfant, il aime bien regarder la télé, même à 6 mois, mais en même temps, on sait maintenant qu'avec les lumières bleues, c'est compliqué. Donc c'est vrai que des fois, oui, il peut y avoir un peu de conseils. Il peut même y avoir un petit peu de guidance pour des parents qui sont vraiment perdus ou qui ont eu des très mauvaises références éducatives aussi. Donc voilà, des fois, bien sûr on va tomber là-dedans, mais toujours avec voilà cette bienveillance et cette idée de non-jugement qui nous caractérise. Et je pense que si nous, on le fait pas, il y a pas de, il y a personne qui pourra le faire d'autre. Et du coup, voilà, comme je vous disais, moi, ce que je fais, c'est que je pousse du coup les éducatrices à se mettre en libéral et à faire ce qu'elles aiment et à le faire, voilà, à travers leur passion, de pouvoir faire vraiment le cœur du métier. Parce que moi, j'avais cette impression-là aussi en crèche. Hein, vous me direz aussi les filles si vous avez cette impression, mais c'est un peu de perdre mon temps à faire. Alors, il y en a qui adorent, hein, mais à perdre son temps, à être dans les conflits. Alors, un tel, elle a dit ça. Enfin, moi, j'avais l'impression d'être au collège, clairement. Et du coup, à essayer de faire accepter, voilà, l'autonomie de l'enfant dans le change, dans les choses comme ça. Et puis, en fait, tu te retournes et puis voilà, la personne derrière ton dos, elle l'a pas fait du tout. Donc, c'est vrai que j'avais l'impression d'être dans cette formation de personnes qui ont sûrement pas envie d'être formées. Et c'était pas mon rôle, en plus, j'avais l'impression. Et du coup, j'ai eu l'impression, voilà, pendant un an, de perdre un petit peu mon temps, alors qu'au final, pour moi, le cœur, et encore une fois, c'est pour moi personnellement, hein, le cœur du métier, c'est les familles. C'est le petit enfant et à partir du moment où il va se sentir reconnu et on va le comprendre dans sa propre famille, je pense que là, on a tout gagné. Et c'est pour ça que du coup, c'est mes valeurs que j'essaye de transmettre à travers mes accompagnements. Donc voilà, du coup, je rebondis aussi donc sur le fait que pourquoi j'accompagne aussi les éducatrices à le faire, c'est parce que plus on sera nombreuses à être éducatrices libérales, plus on sera connu et plus on sera reconnu. Nombreux, il y a des garçons aussi. Il y a des éducateurs de jeunes enfants. N'oubliez pas les hommes. C'est vrai que je parle toujours au féminin, mais à la fois, pourquoi ce serait le masculin qui l'emporte? Ouais, hein? Un live avec Johan, c'est un homme, et bientôt il y aura un autre homme aussi en live. Alors, hein, attention, Trop les filles, chouette. Non, mais t'as raison. préparez-vous. Non, c'est important aussi de faire reconnaître ça. Mais bon, encore une fois, c'est globalement, il y a beaucoup de femmes dans ce milieu-là. Effectivement. Alors du coup, est-ce que vous voulez que je vous décrive un petit peu les séances sensorielles et de yoga, le sens que je mets derrière? Oui, oui, moi, bah, du coup, ouais, On a encore du temps? De quoi? On a encore du temps? On va parler un peu du yoga et de l'éveil sensoriel, effectivement, qui ont l'air très présents dans ta pratique. Toi, tu as un site internet, je le mettrai plus tard en barre d'infos ou en Ouais. application, pas en barre d'infos. On n'est pas Ça sûr. fait un moment que je l'ai pas vu, mais Euh, que et sinon, vous retrouverez sur la page de Exploration Bébé, qui est la page de Margot. Et c'est ta ça. page Instagram aussi, qui met pas mal en valeur l'accompagnement éducatif, tout ce qui est important pour toi et tout, l'objectif. Tu es assez présente sur ta page Instagram. Oui. C'est qu'est-ce qui est important pour toi via ce réseau? Les parents vont souvent sur ce réseau-là ou c'est surtout pour les professionnels? Non, parce que je vois qu'en story, tu parles souvent coucou les papas et les mamans. Donc c'est vraiment pour les parents. À la base, oui, je l'ai fait vraiment pour les parents, pour pouvoir et me faire connaître, mais en même temps, j'avais envie encore une fois, de lier un peu le perso au professionnel, de montrer que derrière, on est aussi nous. euh, et qu'on traverse aussi des choses parfois. Et du coup, j'avais envie de poster un peu des articles avec mes idées sur la parentalité, voilà, pour faire plus ou moins de la communication, mais voilà, que ça touche les parents de différentes façons, soit ceux qui ont besoin et envie de faire des accompagnements en visio ou à domicile, mais soit aussi des familles qui ont juste besoin de lire deux, trois mots qui peuvent les rassurer aussi.
Voilà, donc c'est un peu le but ouais, de mon Instagram. Mais en fait, de plus en plus, j'ai beaucoup de professionnels et en fait, j'échange énormément avec les pros. Donc c'est vrai que j'ai un peu les deux maintenant. C'est ça, c'est double multicasquette. Du coup, on peut parler effectivement du yoga et sensoriel, c'est Ouais. des choses phares que tu fais dans ta pratique. Alors du coup, comme je vous disais, voilà, je vais aller au domicile des familles, mais je peux aussi le pratiquer donc dans les cafés poussettes ou dans les municipalités. En fait, il y a beaucoup de lieux où on peut être amené à les pratiquer. Pour que ça touche un plus grand nombre et que, alors du coup, on va être dans quelque chose qui est beaucoup moins individuel, mais il y a aussi cette magie qui s'opère du fait que là, on est avec plusieurs familles et qui vont pouvoir échanger entre eux et on échange énormément sur la parentalité autour d'un éveil sensoriel, par exemple. Je travaille pas mal aussi avec des assistantes maternelles. Mhm. Parce que du coup, soit en fait on se rejoint chez l'une ou l'autre, bon bah c'est des assistantes maternelles que j'ai rencontrées quand j'étais auxiliaire parentale, et au final, maintenant, voilà, ça reste aussi un moyen pour moi parce que c'est aussi des parents, mais c'est aussi des pros, et ça reste voilà un moyen pour moi de discuter autour d'une activité d'éducation et de pédagogie. Et du coup, voilà, donc je suis un peu sur ces deux choses, l'individuel et le collectif, pour pouvoir toucher un maximum de personnes. Et, euh, et en fait, bon, moi après, voilà, je fais les choses qui me ressemblent, qui ont du sens pour moi. Et du coup, je vais faire beaucoup de tout ce qui va être transvasement, toucher les choses, toucher des textures, sentir des odeurs, donc tout ce qui va être donc sur les sens, hein. Donc ça, je vais m'adapter à l'âge du coup des enfants. Et, euh, et du coup, je les crée, donc je les crée de toutes pièces dans ma tête. Et des fois, je vais fouiller, je vais essayer de trouver voilà, des objets, des choses qui me parlent. Et j'essaye de me baser sur des thèmes pour essayer de voilà, de mettre un peu plus de sens. Donc, ça va être souvent des thèmes liés à la nature, à la saison. J'essaye de me raccrocher à ça, puisque moi, je suis très Montessori aussi dans mes pratiques du coup j'essaye de rester ancrée avec ce qui touche les enfants, ce qui colle aux enfants et dans le lieu où ils vivent. Par exemple, voilà, j'aime bien faire des choses sur la nature qui nous entoure, donc les fleurs qui poussent autour de chez nous. Par exemple, nous on n'a pas de coquillages à Nice, bah, quand je fais un éveil sensoriel sur la mer, je vais pas en mettre parce que du coup je me dis bah il y a pas trop de sens parce que l'enfant bon voilà il y a voilà, il n'y a pas trop de sens pour lui. Donc, j'essaye voilà, de me baser sur ce qu'il connaît. Donc, on fait des choses aussi à travers l'alimentation, bien sûr. Du coup, pour travailler l'alimentation, on va faire voilà, du transvasement. Donc, aussi, voilà, beaucoup de transvasement, beaucoup de choses à toucher, beaucoup de mini-mondes aussi. Donc, là, du coup, on est plus sur l'imitation, l'imaginaire. Donc, c'est des enfants un tout petit peu plus grands, je vais dire. Et puis, voilà, ça peut être aussi donc des parcours psychomoteurs où ils vont toucher les choses avec les différentes parties de leur corps. Donc ça, c'est chouette. Je fais pas mal aussi d'éveil musical. Donc là, bon, là, on va essayer de partir un peu sur des sonorités qu'ils connaissent pas. Moi, j'aime beaucoup les musiques du monde, des musiques historiques aussi, qui, euh, qui utilisent des instruments que les enfants sont pas habitués à entendre et qui vont résonner en eux. Donc ça, c'est cool aussi à faire. Et puis, bien sûr, j'ai le yoga qui, pour moi, est un super outil, en fait. Le yoga, on va pouvoir parler de ses émotions. À la fois, en fait, on va pouvoir les imager. T'as aussi les marionnettes. Oui, c'est vrai. Oui, oui, bah alors j'utilise aussi beaucoup le média effectivement du livre et du coup j'utilise les marionnettes dans ce contexte-là. Mais j'aime bien, enfin en fait en général je vais le faire qu'une partie de la séance, mais il y a une autre partie où les enfants sont encore une fois dans l'action parce que du coup voilà c'est intéressant qu'ils soient un spectacle, hein, qu'ils soient un peu passifs, mais j'aime qu'ils soient actifs aussi pour qu'on puisse voilà, développer certaines choses. Et, euh, et du coup, le yoga, c'est génial. On arrive voilà, à la fois à parler de ses émotions, à pouvoir les imager. Euh, on va aussi imager les parties de son corps, donc il y a beaucoup de connaissances du corps. On va travailler bien sûr sur l'équilibre, mais à la fois on va aussi travailler sur la respiration, sur la façon voilà, de gérer en fait la respiration volontaire. Donc ça c'est super, ça va donner en fait des petites méthodes aux enfants pour pouvoir
se canaliser eux-mêmes, pouvoir mettre des mots sur leurs émotions et pouvoir, avec les respirations, se détendre. Donc, et avec des postures aussi. Donc, du coup, j'arrive à lier vraiment beaucoup de choses sur des enfants, des fois qui sont un petit peu speed ou des fois justement des enfants qui ont vécu aussi des traumatismes. C'est vrai que les gens font appel à moi aussi, bah, du coup, quand il y a des émotions fortes. Donc, grâce au yoga, c'est vraiment pour moi un outil qui est formidable. Et derrière, je vais y mettre plein de choses. Du coup, je fais de la méditation de pleine conscience pour les enfants. À la fois, on va faire de l'acupression, on va faire des jeux avec des foulards aussi, on va être dans de l'expression corporelle. Donc c'est vrai que je mets ce terme parce que je peux pas mettre un autre terme, mais à la fois derrière, il y a beaucoup plus. En fait, derrière, c'est toute une philosophie. Et voilà, du coup, il y a beaucoup de choses qui se jouent à ce moment-là. J'adore faire ça. Ouais, ça se voit, super. Donc je vois, ça répond à ma question, ce que tu préfères dans ton métier, ce qui te fait te lever le matin, parce que finalement, tu y réponds depuis le début de ce live. On a bien compris où tu voulais en venir que c'était vraiment, comme tu disais, un métier passion que j'ai mis dans le teaser, du coup, métier passion. J'avais bien Tellement. cette expression-là. Alors tu m'as dit, Christelle, je peux pas répondre à la question sur la journée type parce que j'ai pas de journée type. Du coup, est-ce que tu as une semaine type à nous présenter? Alors oui, je vais vous raconter un peu ma semaine type que j'ai depuis 6 mois à peu près, parce qu'en fait, les choses changent très vite, avec le Covid encore plus, donc c'est un peu compliqué. Des fois, j'ai des contrats pendant quelques semaines, quelques mois, à droite à gauche aussi, donc voilà, c'est pas toujours évident. Euh, ouais, d'allier tout ça. Juste pour répondre aussi à ta question, qu'est-ce qui me fait lever le matin aussi et que j'adore, c'est vraiment la diversité. C'est que justement, il n'y a pas un jour qui se ressemble, je me lève jamais à la même heure et tout. Ça me fait du bien. Moi, j'aime pas trop la routine. Mais après, c'est personnel, hein, ça. Et pour quelqu'un qui a besoin d'un cadre, tu vois, c'est drôle l'évolution de se dire, bah, maintenant, là où j'en suis, ça y est, j'aime pas la routine. Enfin, je veux être surprise, je veux que ça change. Bah, c'est ça, il faut que, en fait, en gros, il faut que je contrôle, mais en même temps, si c'est tous les jours pareil, c'est pas facile, mais bon. Mm, mm. La complexité de la personne. C'est pas grave, on est hyper content. Ouais, ça, tant mieux. Et du coup, donc là, oui, ma semaine type, si vous voulez, j'ai un contrat donc avant que les, en fait, de septembre à février, j'avais un contrat avec une école publique. Mais du coup, là, ça s'est momentanément arrêté le temps que les cours de sport reprennent à l'école. Donc là, on va pouvoir reprendre, je crois, au mois de juin. Et en fait, donc les lundi matin et mardi matin, je donc j'interviens dans une école publique. Donc en fait, j'ai été démarcher cette école et j'ai beaucoup discuté avec la directrice qui l'a présenté aussi à l'équipe. Et donc, qu'est-ce qu'on travaille à ce moment-là? Donc, je vais faire 2 séances de yoga avec des classes entières. C'est beaucoup d'enfants. Là, on n'est pas dans l'individuel. Et en fait, qu'est-ce qui se passe à ce moment-là? Bah, du coup, les enfants, on leur demande beaucoup, c'est notamment beaucoup de maternelle. Je pense qu'on leur demande beaucoup tout petit. Et en fait, là, c'est un moment où justement, ils vont pouvoir, donc encore une fois, travailler sur les émotions, pouvoir s'exprimer aussi au niveau corporel. Voilà, on va travailler bien sûr à travers, en fait, je fais des petites histoires avec des postures d'animaux pour que ce soit ludique. Je les crée moi-même. Et dans ces petites histoires, bah, c'est par exemple le lapin peureux, donc ou le lapin qui devait être consolé. Donc du coup, on va travailler les émotions à travers ces postures. Et du coup, on suit ce petit lapin ou en tout cas ce petit animal qui du coup va être dans cette recherche de qu'est-ce que je peux faire à ce moment-là pour gérer cette émotion, pour gérer cette situation. Cette jalousie, j'en sais rien. Voilà, il y a énormément de situations qui se jouent et notamment, voilà, on travaille un peu sur les relations sociales aussi à ce moment-là. On est beaucoup aussi dans l'empathie, donc on va se faire des automassages, mais on va aussi faire des massages aux copains. Donc on va essayer de retrouver cette cohésion où des fois j'ai un peu cette impression, le fait que bah il y a des notes tout petits, dès 3 ans ils ont des notes à l'école et des fois on essaye on les met un peu en concurrence les enfants et il y a pas forcément de bienveillance. Et du coup, là, on essaye de, voilà, de recréer un peu euh,
de complicité entre tous ces enfants-là. Donc bien sûr, du coup, c'est des techniques qui vont pouvoir refaire et avec la maîtresse, donc ça, je suis super contente, et avec les parents, des techniques voilà de respiration, de méditation de pleine conscience. On est encore sur la connaissance du corps, etc. Et et en fait, suite à ça, enfin dès que j'ai commencé, au final, il y a un deuxième objectif, on va dire, qui s'est rajouté, c'est le fait d'être dans le lâcher prise de la maîtresse, puisqu'en fait, je me suis retrouvée avec des maîtresses qui hurlaient sur les enfants, qui étaient dans de la punition, voire de l'humiliation devant moi. Et en fait, mon travail, ça a été de leur expliquer, bah écoutez, bon, déjà là, en yoga, je veux dire, si l'enfant il a besoin de tourner sur lui-même, c'est pas grave s'il fait pas le mouvement que je lui ai demandé de faire, parce qu'en même temps, c'est peut-être qu'il en a besoin à ce moment-là. Donc en fait, ça a été tout mon travail de rester après avec la maîtresse et de discuter sur voilà, qu'est-ce qui s'est passé à ce moment-là, pourquoi l'enfant l'a fait. Donc du coup, je suis un peu dans, je sais pas si je dirais de la On formation. l'accompagnement des professionnels, quoi. Et c'est ça, et du coup de leur dire laissez faire, mettez-vous voilà dans un coin ou profitez, faites avec nous les exercices, profitez de ce moment pour partager avec les enfants et ne plus être voilà au-dessus, parce que du coup les maîtresses se mettaient toutes hein, en mode moi, je gère le groupe et du coup, moi, j'étais l'intervenante qui faisait le yoga. Et je leur ai dit, voilà, il faut descendre un peu de ce rôle de policier parce que du coup, là, on n'en a pas besoin. C'est pas très grave si les enfants, ils chahutent un peu. Voilà, c'est un peu le moment pour. Et du coup, ça a été difficile pour elles de lâcher prise. Et en fait, c'était un peu mon truc de leur montrer que bah, c'est pas parce qu'on n'est pas dans la répression que les enfants, au final, ils vont pas se raccrocher. Parce que si je leur propose un truc qui est adapté à eux et qui est ludique, bah, du coup, ils vont se raccrocher en fait. Si leur attention va partir, puis elle va revenir après quoi. Donc voilà, c'est tout un challenge que j'ai adoré faire, qui a été ouais super intéressant pour moi. Après, ça m'a renvoyé aussi voilà beaucoup de choses voilà que j'ai pu vivre et que là je revivais à travers les enfants. Donc encore une fois, toujours cette hypersensibilité qui est hyper présente et c'est pas facile, voilà, de voir tout ça. Mais du coup, j'ai eu beaucoup d'échanges aussi avec la directrice par rapport à ce que voilà, à ce que je voyais et par rapport à ce qu'elle elle travaille aussi avec son équipe. Et heureusement, ils ont la chance d'avoir une directrice qui est formidable. Donc, c'est un plaisir de travailler avec des gens comme ça. Et en fait, si vous voulez, le fait d'être éducatrice libérale, quand on est en libéral, on se met à voir et à rencontrer des gens mais super et on s'attend pas à ces rencontres-là et une fois qu'on les a c'est génial donc voilà ça c'est pour le lundi matin je vous parle aussi du mercredi matin du coup où je travaille dans une école alternative donc là c'est pareil c'est génial bon je les ai harcelés pendant un an avant qu'ils me rencontrent mais bon ils n'avaient pas le besoin et en fait je les ai aidés donc là en début d'année. C'est quoi une école alternative? Alors en fait, c'est une école alternative parce que elle est pas sous contrat. C'est une école maternelle avec une vingtaine d'enfants et en fait, ils utilisent donc et la méthode Montessori avec des plateaux et de l'auto-enseignement, mais à la fois ils vont aussi travailler beaucoup bah, sur l'essence de l'enfant. En fait, l'apprentissage passe du coup par la découverte du monde, la découverte de l'art. Ils sont beaucoup aussi sur l'art. Il y a une prof de musique qui vient, une prof d'art plastique qui vient aussi. Et on est beaucoup sur l'entraide. Si vous voulez, on va laisser les enfants résoudre leurs conflits par eux-mêmes. On va essayer voilà, qu'il y ait beaucoup d'entraide. Il y a des enfants entre bah, du coup 2 ans et 5 ans. Et en fait, à partir de cette année, l'année dernière, ils commençaient à partir de 3 ans. Et cette année, ils ont accueilli des enfants en situation de handicap et accueilli des enfants de 2 à 3 ans. Donc en fait, du coup, il y a eu un beau petit groupe de pré-maternelle, du coup des parents qui se retrouvaient plus en fait chez les nounous, parce qu'en fait, c'est des enfants qui étaient gardés chez les assistantes maternelles ou qui étaient gardés à la maison, mais du coup, ils voulaient les mettre en maternelle à 2 ans, 2 ans et demi. Donc du coup, on a pu travailler avec ces enfants-là. Donc ça, c'était jusqu'en janvier, j'ai créé cette classe-là et je l'ai accompagnée. J'ai accompagné la mise en place de l'espace, donc les jeudis matins. Et les mercredis matins, en fait, on est sur du coup un groupe d'enfants qui soit est scolarisé et vient aussi le mercredi matin, soit est scolarisé
dans des écoles publiques et viennent juste le mercredi matin. Et là, on l'a ouvert, donc c'était le projet dès le début, on l'a ouvert aux familles, donc c'est ce qu'on appelle la maison des familles. Et en fait, les parents peuvent venir avec les enfants et en fait, je leur montre l'espace, je leur montre les plateaux Montessori, la façon dont on fait l'enseignement dans cette école. Et du coup, je travaille sur la parentalité, donc c'est génial, parce que c'est le but. Donc voilà, du coup là, ça m'a bien occupé cette école cette année. Je me suis beaucoup investie ouais, pour eux, pour essayer voilà, de monter ça. Ça a été pas facile en fait de mettre des enfants en situation de handicap dans un groupe d'enfants qui était plus typique parce que ça a été un peu difficile de pouvoir répondre aux besoins de tout le monde. Mais du coup, voilà, avec mes collègues, on s'est beaucoup remis en question, on a fait beaucoup de réunions et je pense que maintenant, voilà, je les laisse partir voilà, pour quelque chose d'agréable à vivre pour elles. Donc c'était super intéressant de rencontrer des gens qui sont pas de ma formation. Donc on avait une complémentarité de formation et à la fois je suis tombée sur des personnes super et ça c'est vraiment le libéral qui fait qu'on rencontre des personnes comme ça. Donc là je maintiens donc à partir de janvier je ne fais plus le jeudi matin, je fais donc que le mercredi matin avec du coup les familles. Et là, du coup, je suis seule pour les accompagner. Mm. Et en fait, donc là, pendant le Covid, en fait, tous les soirs, donc le lundi, mardi, jeudi et vendredi après-midi, normalement, c'est un temps qui est réservé pour mes accompagnements, puisque du coup, je fais souvent voilà, des accompagnements après l'école. Et en fait, là, j'ai fait un accompagnement plus spécifique avec une petite fille qui, bah, du coup, c'est la première petite fille que j'avais en périscolaire, donc que je suis encore maintenant. Et en fait, donc c'est une petite fille qui est en situation de handicap moteur et voilà, qui a aussi un peu de difficultés neurologiques. Et en fait, du coup, voilà, pendant le confinement et tout ça, comme j'avais voilà, moins de demandes, j'ai accepté un contrat du coup avec elle sur 20 heures par semaine, donc ça me prend quand même beaucoup de temps. Et en fait, je fais de l'accompagnement au quotidien. Donc on va essayer de trouver des façons. Du coup, elle est mobile que d'un côté, elle est hémiplégique, donc il y a un côté où elle est pas très mobile. Et du coup, on va essayer bah, de s'habiller seule. En fait, on va travailler sur l'autonomie. Et là aussi, je me sens complètement à ma place, quoi. C'est que même dans le quotidien de l'enfant, bah, du coup, on va essayer de gérer les émotions à travers les jeux, à travers même les devoirs, parce que du coup, je l'accompagne, comme je vais la chercher à l'école, je l'accompagne sur les devoirs en fait qu'elle fait et du coup on va essayer de voilà de gérer cette frustration de gérer la confiance en soi aussi de travailler sur la confiance en soi et on va travailler donc tout ce qui est les soins corporels, comme je vous disais, l'habillement, on va essayer de trouver des petites astuces pour qu'elle soit de plus en plus autonome. On fait des gâteaux aussi ensemble, on fait la cuisine ensemble. Et tout ça, je pense que ça lui sert pas mal parce qu'encore une fois, elle voit que du personnel paramédicaux qui vont l'aider voilà, dans ses mouvements, dans ses muscles, etc. Mais du coup, il y a cette partie qui n'était pas du coup pris en charge. Donc, c'est super intéressant de travailler ça avec elle. Et voilà, pour l'instant, ça m'occupe cette année. Je pense que j'arrêterai l'année prochaine pour pouvoir avoir plus de temps pour mes accompagnements parce que du coup donc là j'ai tous les mercredis après-midi j'ai des enfants en yoga à domicile et après du coup bah j'ai mes samedis dimanches du coup qui passent parce qu'en fait je sais pas où mettre mes accompagnements donc c'est pas toujours évident et en fait ça va être un des pièges quand on est en libéral, c'est qu'on est en libéral tout le temps. Tu confirmes? Oui, Jour et nuit, bah ouais, jour et nuit, ou tôt le matin, ou même le week-end les week-ends. quand on a besoin. Puis des fois, on a besoin de manger. Puis il faut aussi que la presta, elle réponde à un besoin des familles ou des professionnels hein, qu'on accompagne, peu importe ce qu'on fait. Donc c'est vrai qu'il faut s'adapter aussi, au moins au départ. Hein. Il ne faut pas être trop regardant sur le temps qu'on y passe, puisqu'on est C'est ça. plus ou Ah moins non, c'est léger. c'est Hein. clair que c'est pas quantifiable en fait le temps qu'on passe dessus parce que en fait c'est ça bon, après moi j'adore cette diversité d'actions, c'est-à-dire qu'à la fois on va faire un peu de compta, on va faire un peu de communication C'est et pas, puis c'est pas quantifiable et on arrive quand même à être moins cher que les coachs. tellement. Qui, eux, comme disait Stéphanie, se prennent 200 € la séance et youpi! Donc, bon.
C'est vrai que c'est compliqué. Messieurs, dames, nous arrivons bientôt en fin de live. N'hésitez pas à poser vos dernières questions. L'âge des enfants est-il varié? Oui, bah, on a vu à peu près les âges. Tu fais pas les adolescents? Ça dépend. Non, du coup, voilà, je fais, bah, je dirais de tout ce qui est prénatal, donc du coup, même la liste de naissance, etc. Je vais pouvoir travailler ça avec les familles. J'en ai peu, hein, je vous rassure. Euh, mais, euh, mais après, voilà, je vais faire l'enfant jusqu'à la préadolescence, puisque après, voilà, pour moi, c'est plus mon domaine. Et bien sûr, du coup, si je vous donne un échantillon des enfants que j'ai, c'est globalement avant 6 ans. J'ai beaucoup d'enfants en fait, même avant 3 ans, voilà, enfin ouais, voilà, j'ai du préscolaire et de la maternelle et j'ai quand même beaucoup de familles, donc soit qui m'appellent parce que il y a eu de la violence de la part d'un parent par exemple ou de la part du nounou, j'ai eu ça aussi. Voilà, j'ai des enfants avec des traumatismes, donc bien sûr, je les oriente aussi vers une psychologue qui va être voilà, plus amène peut-être de gérer ça, mais du coup moi aussi je peux apporter voilà ma petite pierre. Et puis je vais avoir aussi beaucoup d'enfants du coup donc qui ont des problématiques avec, comme je vous disais, le quotidien, la gestion des émotions. Et malheureusement, j'ai quand même beaucoup d'enfants et de familles qui m'appellent parce que ils ont un doute sur l'enfant et qui trouvent que le développement est atypique. Et en fait, moi, je suis quand même beaucoup dans la réorientation. Mhm. Alors ça c'est quelque chose qui est pas facile à aborder avec les familles parce que moi tout de suite ça m'interpelle et voilà et je sais hein, je me dis bon là il y a du balancement il y a de l'écholalie c'est une répétition de mots voilà enfin à partir du moment où il y a plusieurs facteurs où il y a plusieurs domaines où il se passe quelque chose je me dis bon ok là moi j'ai un doute alors du coup je les renvoie vers mes collègues enfin d'autres professionnels et c'est difficile de l'amener. En fait, moi, je suis la première personne qui va dire qui va dire aux familles, là, il y a un souci en fait. Et ça, ouais, ça c'est pas facile, mais encore une fois, je pense qu'avec avec mon empathie naturelle, ça passe. Des fois, j'ai des gens qui me rappellent pas, mais que je vais avoir 6 mois après parce qu'ils ont eu aussi ce temps de cheminement. Oui. Et puis ils ont fait des tests, ils ont fait voilà des échographies du cerveau et des choses comme ça. Et après ils reviennent vers moi, bon bah ok, voilà, il s'est passé ça. Et moi j'adore quand je les suis maintenant, ça, les tout premiers, ça fait 3 ans que je les ai. Et à chaque fois, des fois, les parents m'envoient des petites vidéos, regardez, ils marchent et tout. Et moi, je suis trop contente, quoi. Enfin, je vis à travers eux. Du coup, j'ai des photos de au ski et tout. Je suis vraiment dans l'intimité des gens. C'est ça qu'il faut dire. C'est que moi, des fois, j'arrive et la maman, elle est allongée dans son lit avec le bébé au sein, quoi. Et je pense que ça, bon, si vous êtes en cabinet, c'est quelque chose qui se passera pas forcément. Mais en tout cas, pour les éducatrices qui vont bosser à domicile, il faut vraiment savoir, bah, d'un côté avoir sa place, mais d'un côté être à l'aise, en fait. Je pense que j'ai un peu cette faculté-là, c'est que je me sens à l'aise avec les personnes. Et du coup, on va parler, bah, du coup, avec les parents, des fois dans dans des positions, dans des lieux qui sont pas forcément adéquates, mais c'est ça qui rend la beauté de la chose parce qu'en même temps, on accompagne de la vie. J'allais dire dès la conception pour rigoler, mais non, n'est pas présente à ce moment-là. Euh, Ilou qui nous demande il y a une question en rapport avec les cours de yoga. Car étant maman, j'aurais aimé plus de suivi après l'école, lors d'activités de ce genre, pas assez d'explications de dessins, de photos nous permettant de reproduire à la maison. En plus, ça, c'est le genre de prestat que tu proposes en présentiel. Oui. Donc, je ne sais Euh, pas où habite la maman, mais Alors en fait, le yoga, moi, je le propose en visio. Je fais pas mal, ouais, là pendant le confinement, j'ai fait pas mal de yoga en visio. Je le fais donc soit en individuel, mais en fait souvent en fratrie parce que c'est aussi un moment qui est hyper sympa à partager. Parce que du coup, grâce à cet outil, c'est qu'on peut être sur des âges différents et c'est trop chouette, quoi. Donc du coup, j'ai des visuels à ce moment-là que je vais présenter. Mais du coup, c'est vrai que c'est des visuels que j'ai créés moi, donc du coup, ils sont perso. ouais, Voilà, des outils de. et adapté. Si tu n'étais pas Gieux, tu ferais quoi? En tout cas, je sais que je sais que je travaillerai avec de l'humain ou avec des animaux parce que j'ai vraiment
cette connexion, cette empathie, cette écoute, voilà, le fait que voilà, j'observe, j'écoute et du coup, je pense que j'arrive toujours à créer un lien avec bah, du coup soit le petit bébé qui parle pas encore, soit l'enfant en situation de handicap qui n'a pas les mêmes gestes que nous, qui voilà, qui a pas forcément le langage et tout de suite la connexion se fait et c'est pour ça aussi que je pense que les familles me font confiance, c'est que souvent ils me disent mais waouh la petite elle est arrivée et elle était tout de suite à l'aise quoi. Donc et j'ai ça avec les animaux aussi, donc c'est vrai que je me dis voilà, si j'avais pas fait éducatrice peut-être que je sais pas je ferais en tout cas un métier dans ce genre-là. T'as des projets pour la suite ou continuer? Oui. Ah, vas-y, Bon, du coup, ouais, bon, mes projets, voilà, ça avance toujours. Là, mon but pour l'année prochaine, c'est vraiment d'essayer de faire au maximum de l'accompagnement à domicile, parce qu'encore une fois, il y a cette demande, etc. Donc, du coup, je vais essayer de me mettre en relation avec des IME, des camps, voilà, peut-être même des CESAD. Désolée pour les sigles. vous allez voir les lives, vous comprendrez. Voilà. Et donc ça, on va dire que ça c'est mon but voilà de l'année prochaine, le après Covid. Voilà, je parle de septembre, hein, septembre 2021. Du coup, où je vais essayer de faire évoluer ça comme ça, grâce à mon compte DIF. Donc, si vous connaissez pas le voilà, c'est le CPF, c'est le fait qu'on cotise voilà pour des formations. Je vais faire une formation de sophrologie. Voilà. Encore une, encore une autre. Mais du coup, que voilà, que je vais, en fait, c'est encore une fois, c'est pour augmenter mes connaissances quand je fais du yoga. Comme je vous ai dit, j'ai fait une formation yoga, j'ai fait une formation personnelle en méditation de pleine conscience. Donc en fait, tout ça, c'était pas forcément adapté aux enfants. Moi, je l'ai adapté aux enfants. Et en fait, du coup, bah, la sophrologie, ça va juste me donner des outils en plus, en fait, au niveau personnel et professionnel. J'allie les deux toujours. Donc ça, c'est voilà, c'est ma formation à moyen terme, on va dire. Je fais aussi des formations en e-learning sur le handicap, toujours parce que j'ai l'impression que j'en croise tellement que voilà, du coup, je me suis déjà formée là il y a quelques mois sur les pictogrammes et voilà comment pouvoir communiquer avec des enfants, puisque j'en avais besoin dans mon quotidien. Et du coup, voilà, je suis en formation continue tout le temps, ça c'est sûr. Et du coup, j'espère continuer comme ça. Alors, c'est un peu ma problématique. J'essaye de continuer comme ça le temps que je peux en tant que libérale. Malheureusement, ça aussi, c'est quelque chose qu'il faut savoir. C'est que du coup, bah, mes projets personnels sont mis un petit peu en attente parce que les banques ne me suivent pas. Et que voilà, quand tu es en libéral, bah, en fait, voilà, c'est pas quelque chose qui donne confiance aux banques. Et du coup, je pense qu'il y a un moment donné où je vais devoir retourner en tant que salarié quelque part pour pouvoir avancer dans ma vie personnelle. Donc c'est pas grave parce qu'encore une fois, je pense que si ça arrive à ce moment-là, c'est que ça devra arriver, que ça va être trop chouette. Et du coup, mon projet, voilà, à long terme, ça serait peut-être de travailler en CESAD. Donc c'est un petit peu ce que je fais au final. Voilà, c'est des éducs. Je sais pas si tu as déjà eu des lives dessus. Si, c'était mon premier live, donc avec J'ai pas vu. la diversité, ma collègue, du coup, qui devient ma collègue aussi chroniqueuse sur la chaîne Twitch Ah, TV. c'est chouette. Ah, on va avoir un projet d'émission avec. Enfin, voilà, quand je parle de Twitch, vous verrez en story, hein, Ok. on va faire. Et ouais, Et ouais, donc voilà, ça serait voilà peut-être voilà travailler en CESAD ou en camps aussi. J'aime beaucoup. Voilà, j'aime beaucoup le travail de l'éduc en camps. Donc voilà, à voir. Il y aura forcément quelque chose qui va me voilà qui va débarquer au moment où ça doit débarquer aussi. J'aime beaucoup aussi le côté social. Donc là, on est dans du côté handicap, hein, et le côté social. J'aimerais beaucoup travailler aussi. Oui, je suis passionnée partout, mais j'aimerais beaucoup travailler aussi pour une association à Nice qui propose des suivis AEMO. Donc en fait, encore une fois, c'est en fait un peu ce que je fais au domicile des familles, sauf que là, bah, c'est le juge qui l'a décidé et du coup, les familles sont peut-être un peu moins ok avec ça. Mais du coup, il y a trop de choses à faire et qui sont passionnantes quoi. Donc je pense que voilà, il y a une grande carrière longue qui va se dessiner pour moi. Voilà. On verra bien. Et puis, je pense que à long terme, peut-être, voilà, à voir. Mais s'il y a bébé, pourquoi pas faire une petite pause assistante maternelle pour pouvoir
élever tout ce monde. Et je trouve que, pareil, les éducatrices qui bossent en tant qu'assistante maternelle, c'est pas du libéral, mais c'est quand même un autre milieu qui est hyper atypique, mais qui est formidable. Et je pense qu'on a complètement notre place aussi. Voilà, donc n'hésitez pas et n'ayez pas honte en fait de ça, parce que des fois, il y a des éducs qui n'osent pas dire ah je suis assistante maternelle, voilà. Je suis éducatrice libérale et voilà, je fais de la couture avec les mamans. Bah non, en fait, on a notre place et il faut être fier en fait de ce qu'on fait. C'est pas parce qu'on bosse pas en crèche qu'on n'a pas de légitimité. Oui, et puis j'aurai un jour un live aussi avec une assistante maternelle, éducatrice de jeunes enfants. Voilà, j'ai eu un nom. Parfait. Ben, merci. Mais comment, une vie, enfin, une vie entière ne sera pas suffisante pour faire tout ce que tu as Mm. à faire. Il va falloir faire des choix. Ou alors, tu peux t'arrêter à 120 ans de travailler le temps de tout faire. Margot, merci. Merci à toi, merci à vous d'être restés pendant toutes ces longues minutes. Merci beaucoup. De toute façon, j'aurai l'occasion de te réinviter pour le live sur les stages pourris, parce que je vois que tu as pas mal Ah, trop chouette. à raconter. On fera un stage interactif où tout le monde pourra participer et nous raconter ses stages pourris. Ok. Bah, Enfin, n'hésitez pas si vous avez des questions. Moi, j'adore discuter. de toute façon, Voilà. je mettrai ton compte en publication. N'hésitez pas à aller discuter avec Margot. Ouais, c'était chouette et passionnant. On pourrait t'écouter pendant des heures. Après, au bout d'un moment, il fait faim et je pique du nez. Donc, il faut que je clôture. Et bientôt, on va manger les marionnettes à force. Un petit lapin. Petit lapin, ouais, avec de la moutarde. Donc voilà, la semaine prochaine, nous recevons une chouette. Wouhou, une chouette à la crème. Donc Magali, que j'ai aussi rencontrée sur Twitch d'ailleurs, qui nous prouvera la semaine prochaine que l'éducateur de jeunes enfants a sa place chez les bébés, dans les unités de vie de bébés ou dans les sections bébés, peu importe comment on les appelle, puisque souvent en structure d'accueil collectif, les EJE sont chez les grands. Eh bien, que nenni. Vous verrez ça la semaine prochaine. Après, j'ai plein de lives de prévus, hein. Association Éducœur autour du monde, des enfants dans le monde. La protection de l'enfance arrive bientôt, le LAEP. J'en oublie, mais il y en a plein de lives encore chaque semaine. Voilà, pour les lives à venir. Et puis des lives aussi surprises cet été qui n'auront rien à voir avec Carmen. On va bien s'amuser. Voilà. Bah, génial. Continue comme ça. En tout cas, merci de ce que tu fais. Ouais, c'était chouette. Merci pour le partage. Merci pour les détails personnels qui étaient vraiment mais riches en fait. Donc on comprend mieux le pourquoi du comment. Donc c'est super. Quant à moi, je vous fais des gros bisous. Je vous souhaite un bon week-end de l'Ascension ou une bonne fête de l'Aïd au choix. Et voilà, je vous fais des gros bisous. Je vous dis que je vous aime, je vous love. Je vous dis la semaine prochaine à lundi pour le prochain teaser. Et moi, je suis super contente parce que mes accompagnements sont ouverts lundi. Donc, je vous retrouve sur mon site internet pour la VE de jeu pour ceux que ça intéresse. Voilà, voilà, voilà. Je fais des gros bisous à tout le monde. À bientôt et merci. Merci Margot. Bye bye. Bye. Merci.